a été déjà supprimé pour la sécurité sociale et sera, dans les jours qui viennent, supprimé pour la partie employeur pour qu'il n'y ait pas de pénalité de salaire pour les salariés concernés. En ce qui concerne l'activité des entreprises, Bruno Le Maire complétera, mais si l'activité est empêchée de tout ou partie de l'entreprise compte tenu de cette situation, à ce moment-là, le recours à l'activité partielle, qu'on appelle parfois chômage partiel, sera possible. Et donc, le ministère du Travail et ses directions régionales sont prêts à pouvoir répondre aux entreprises, là aussi, dans les 24-48 heures, si c'était le cas. Du point de vue des salariés, évidemment, c'est un appel à la responsabilité citoyenne pour que toute personne, tout citoyen, y compris tout salarié, se déclare s'il a été dans une zone à risque ou s'il est en contact prolongé et fort avec quelqu'un qui était dans la zone à risque, pour que toutes les mesures puissent être prises en compte. Un élément nouveau, c'est que pour les parents, les salariés qui sont parents d'un enfant qui doit être isolé pendant quelque temps, à ce moment-là, ils pourront être mis en arrêt maladie avec les indemnités journalières. C'est un peu un cas particulier que nous ouvrons pour faciliter la vie des parents dans ce contexte. Peut-être les mesures de précaution quotidienne. Merci Muriel. Alors, merci à Amélie Ponico d'avoir organisé cette réunion ici au ministère du Travail. Merci Olivier Véran également de sa présence. Je voudrais d'abord avoir une pensée pour tous les chefs d'entreprise qui aujourd'hui sont inquiets. D'abord inquiets pour leurs salariés. Et nous voulons, avec Amélie Ponico et Olivier Véran, leur apporter des réponses les plus concrètes possibles pour accompagner chacun, leur apporter des solutions très concrètes et faciliter un certain nombre de dispositifs comme ceux que vient d'annoncer Muriel Pénicaud. Inquiet aussi, évidemment, pour leur activité. Je pense à tous les petits commerçants, je pense aux artisans, je pense au secteur de l'hôtellerie, de la restauration, qui se posent beaucoup de questions sur leur activité, sur la chute du nombre de touristes. Et je veux leur dire avec beaucoup de simplicité que nous sommes à leur côté et que nous répondrons aux attentes et aux besoins de tous les chefs d'entreprise français, sans exception, confrontés à cette crise sanitaire et à l'impact qu'il peut avoir sur leur activité économique et sur leur activité quotidienne, sur leur vie avec leurs salariés. L'entreprise est un lieu de sécurité pour les salariés et elle doit rester, même face à cette crise sanitaire, un lieu de sécurité pour les salariés. Je veux vous dire également qu'avec mes services, avec la Direction générale du Trésor, avec la Direction générale des entreprises, nous assurons un suivi au jour le jour de l'impact de l'épidémie sur la croissance et sur l'économie française. Nous avons mis en place, lors du G20 Finance à Riyad, un suivi attentif et régulier au niveau du G20 et aussi au niveau du Fonds monétaire international. J'ai eu à nouveau la directrice générale du Fonds monétaire international au téléphone pour évaluer avec elle les risques économiques liés à cette épidémie. Nous avons mis en place dans mon ministère une cellule de crise qui me remonte quotidiennement les informations sur la situation des entreprises, la situation des PME comme la situation des grandes entreprises en France et dans le monde, et qui va évaluer au jour le jour les problèmes de chaîne d'approvisionnement auxquels pourraient être confrontés un certain nombre d'entreprises en France. J'ai échangé hier longuement avec mon homologue italien, Roberto Gualtieri, sur la situation économique dans la zone euro. Je l'ai fait également ce matin avec le président de l'Eurogroupe, Mario Centeno, et avec le ministre des Finances allemand, Olaf Scholz, que je verrai lundi à Berlin. Nous allons échanger nos informations au niveau de la zone euro et au niveau européen et coordonner nos réponses. Et nous sommes prêts à prendre toutes les décisions nécessaires au niveau européen, le moment venu, pour soutenir l'activité économique et pour protéger nos entreprises. Il ne vous a pas échappé que les marchés anticipent aujourd'hui un ralentissement important de l'économie mondiale. Cela suppose donc d'être prêt à réagir pour apporter des réponses économiques coordonnées avec les autres États européens directement concernés. Un mot justement sur l'évaluation globale de l'impact de l'épidémie de coronavirus sur la croissance en France et dans la zone euro. Je n'ai pour l'instant donné qu'un seul chiffre, 0,1 point de croissance en moins pour la croissance française sur l'année 2020.
Cette évaluation, je l'ai donnée sur la base d'une épidémie qui était limitée à la Chine. Maintenant que l'épidémie s'étend au-delà des frontières de la Chine, ce chiffre pourra évidemment être plus élevé en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Mais je ne vous donnerai pas de chiffres aujourd'hui parce que je ne suis pas en mesure de vous donner de chiffres sérieux. Le seul chiffre que je vous ai donné est un chiffre sérieux sur la base de statistiques avec une épidémie limitée à la Chine. Je ne donnerai de nouveaux chiffres en fonction de l'évolution de l'épidémie qu'une fois que nous disposerons des éléments statistiques nécessaires. Et j'invite chacun à ne pas avancer des chiffres fantaisistes sur l'impact du coronavirus sur la croissance en France et dans la zone euro. J'ai consulté l'INSEE, les différents statisticiens, ils ne disposent pas aujourd'hui des remontées d'informations nécessaires. Donc tous les chiffres qui sont avancés sont tout simplement des chiffres au doigt mouillé. Et je pense qu'il faut, en la matière, garder sang-froid et sens des responsabilités pour éviter toute panique économique et toute panique inutile sur les marchés. Je préciserai cette évaluation de l'impact de l'épidémie sur la croissance en fonction des remontées que les entreprises me feront filière par filière la semaine prochaine. Je réunirai à nouveau les filières économiques la semaine prochaine à Bercy. En fonction des évaluations des économistes et des prévisionnistes, notamment de l'OCDE, que je verrai également la semaine prochaine et qui pourront m'apporter des chiffres et des éléments statistiques fiables et solides, et en fonction des nouveaux contacts que j'aurai là aussi dès le début de la semaine prochaine avec le Fonds monétaire international et avec la présidence du G20. Et je le redis, j'invite chacun à la prudence dans les chiffres qu'il avance en matière d'impact de cette épidémie sur la croissance. Une évaluation nouvelle sera faite dans les jours qui viennent en fonction d'éléments solides, étayés et précis. En tout état de cause, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, cette crise doit nous amener à étudier comment réorganiser à plus long terme les chaînes de production secteur par secteur. C'est une question de souveraineté économique. Et nous voyons bien que cette crise fait apparaître un certain nombre de failles dans notre souveraineté économique qui est au cœur du projet économique que nous défendons avec le président de la République. Il faut donc y remédier. La relocalisation de certaines productions stratégiques doit être engagée et elle sera engagée. C'est le cas par exemple dans le domaine de la santé. Nous allons en discuter avec Olivier Véran avec le cas de Sanofi. C'est le cas aussi de certaines autres industries stratégiques. Évidemment, cela prendra du temps. Et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va opérer ces relocalisations. Mais cela doit faire partie de notre stratégie économique de long terme pour gagner en indépendance et en souveraineté. Cela figurera notamment dans les grandes orientations du pacte productif. S'agissant des mesures immédiates de soutien aux entreprises et d'accompagnement, Muriel Pénicaud en a déjà précisé un certain nombre. Je rappelle et je confirme que nous mettrons en place des possibilités de recours à l'activité partielle. Nous mettrons en place, je l'ai déjà annoncé la semaine dernière, l'étalement des charges sociales et fiscales pour les entreprises qui en auront besoin. Et je rappelle également que les grands donneurs d'ordre doivent faire preuve de solidarité vis-à-vis de leurs fournisseurs et des sous-traitants qui pourraient avoir de plus en plus de mal à s'approvisionner et à respecter des délais de livraison. Nous avons pris en revanche une mesure supplémentaire aujourd'hui importante qui était réclamée notamment par les PME. Nous allons considérer le coronavirus comme un cas de force majeure pour les entreprises. Ce qui veut dire que pour tous les marchés publics de l'État, si jamais il y a un retard de livraison de la part des PME ou des entreprises, nous n'appliquerons pas de pénalité car nous considérons le coronavirus comme un cas de force majeure. J'écrirai aux PME et aux entreprises pour les informer de cette décision. J'écrirai également aux différentes associations de collectivités locales, l'AMF, l'ARF ou l'ADF, pour les inviter à en faire de même dans les marchés publics des collectivités locales. Vous voyez que nous voulons, comme je l'ai dit en début de mon intervention, être en solidarité totale avec les entreprises et avec leurs salariés. Vous pouvez être assurés que nous continuerons à totalement mobiliser avec Muriel Pénicaud et Olivier Véran dans les jours et les semaines qui viennent. Bonjour à tous. J'ai délivré, quant à moi, un message simple, un message clair, un message qu'on ne répétera jamais assez,
j'ai pu le délivrer aujourd'hui aux représentants des organisations salariées et patronales. Ce message, c'est le message que chacun peut être acteur de la lutte contre la diffusion du virus sur le territoire, salariés comme employeurs. Ce message, il repose sur la réduction du nombre de contacts physiques, il repose sur le lavage des mains très régulier, toutes les heures. Il repose sur le fait de tousser dans son coude lorsqu'on a besoin de tousser, le fait de jeter son mouchoir usagé et d'utiliser des mouchoirs à usage unique. Ces messages qui sont à la fois simples et tellement utiles, tellement précieux dans la lutte contre les diffusions de germes, qu'il s'agisse d'ailleurs du coronavirus ou de la lutte contre la grippe, dont le pic épidémique est certes derrière nous, mais qui continue à faire beaucoup de malades dans notre pays. Ce message, j'ai demandé à l'ensemble des partenaires sociaux de bien vouloir le diffuser au sein des entreprises, quelles que soient ces entreprises, quelle que soit leur dimension. Il sera disponible en plusieurs langues. J'ai entendu le message des représentants des employeurs notamment, s'agissant des travailleurs détachés. Il sera disponible ce message en plusieurs langues sur le site internet de Santé publique France, sur le site internet du ministère des Solidarités et de la Santé, afin d'être imprimé le plus largement possible et fixé partout où c'est nécessaire. Je le redis, ce message est la façon la plus adaptée pour les citoyens français aujourd'hui de se protéger et de protéger les autres. J'ai également assuré les entreprises de mon soutien aux côtés de Muriel Pénicaud et de Bruno Le Maire, avec une pensée évidemment particulière pour le secteur de la santé, ce monde de la santé qui est mis à forte contribution, qu'il s'agisse du secteur préhospitalier, les personnes qui sont en première ligne, les pompiers, les ambulanciers, les secouristes, mais également toute la médecine de ville. Et quand je dis médecine de ville, je pense aussi à l'ensemble des professionnels de santé paramédicaux, et évidemment à la médecine hospitalière, du SAMU aux urgences jusqu'au service de réanimation. Ce message qui a été rappelé par le président de la République hier lorsque nous nous sommes rendus à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et qui a ensuite été rappelé par le Premier ministre à l'issue d'une réunion hier midi. J'ai répondu à un certain nombre d'interrogations sur le port du masque, les consignes, les recommandations qui suivent les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé sont les mêmes, qu'on soit en entreprise ou qu'on soit usager des transports en commun ou qu'on soit simple citoyen, à savoir que le port du masque est recommandé pour les personnes qui sont les personnes contact des personnes malades, mais qu'il n'est pas utile de porter le masque lorsqu'on n'est pas en contact direct et que lorsqu'on n'a pas été en contact direct avec des personnes malades. Je le résume, les personnes qui doivent porter un masque sont aujourd'hui informées de cela. Voilà ce que je voulais vous rappeler aujourd'hui comme message encore une fois simple et puissamment efficace pour lutter contre la lutte contre le virus. J'organiserai un déplacement sur le territoire dans les prochaines heures et je tiendrai, comme je le fais tous les jours, ce soir un point presse détaillé pour donner l'état de la situation et l'évolution des recommandations de santé publique pour notre pays. Je vous remercie. Merci. Juste un point, évidemment, ce qui est très important, c'est pour les 25 millions de salariés dans notre pays, pour les 1 300 000 entreprises qui ont des salariés, c'est de pouvoir être parfaitement informés. C'est pour ça qu'il y a ce question-réponse sur le site du gouvernement. Mais c'est pour ça aussi que toutes les organisations patronales et syndicales se sont engagées auprès de nous pour accompagner, pour donner un vrai support aux entreprises et aux salariés et donc diffuser largement cette information. C'est essentiel. Je pense que quand il y a des règles claires qui donnent une certaine sérénité, puisqu'on sait dans quel cas on est, on sait ce qu'on a à faire, ça aidera d'une part à prévenir l'expansion de la maladie, mais ça aidera aussi aux salariés et aux entreprises de garder une certaine sérénité dans un contexte où on est conscient qu'il est difficile pour tous les Français, mais on est tous à bord pour accompagner les uns et les autres. Merci à tous. Merci. Le gouvernement se tient aux côtés des entreprises françaises et des 25 millions de travailleurs en France face au coronavirus. C'est le message qu'ont voulu faire passer ces 3 ministres qui s'exprimaient à l'issue d'une réunion avec les partenaires sociaux. Des annonces aussi ont été faites pour mieux prendre en compte l'épidémie au sein des entreprises. Emmanuel Le Chypre est notamment une qui reconsidère en fait l'épidémie, on appelle ça un cas de force majeure en fait. Expliquez-nous. Ouais, en fait, il faut bien comprendre la nature du choc économique. On n'est pas dans le cas d'une récession traditionnelle où l'activité est à bout de souffle parce que les entreprises n'ont plus d'argent, parce que les ménages n'ont plus de pouvoir d'achat, parce que y a un chômage élevé, etc. On est sur un choc brutal, une paralysie de l'activité qui va durer quelques mois, le temps que ce coronavirus disparaisse. Après, on aura un rebond, on va retrouver les conditions normales d'activité. Mais ce qui est important, c'est de gérer cette période
période de transition dans laquelle l'activité va se figer. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez des entreprises françaises qui, d'un côté, ne vont pas pouvoir vendre. C'est tous les hôteliers, les restaurateurs, les entreprises qui vendent en Chine. Et puis, vous avez aussi toutes celles qui ne vont pas pouvoir produire parce que, par exemple, elles utilisent des pièces détachées qui viennent de Chine et qu'elles vont, par exemple, avoir des retards de livraison. Et donc, pourquoi c'est très important ce cas de force majeure? Eh bien, c'est parce que toutes les entreprises qui ne peuvent plus produire, soit parce qu'elles vont avoir des salariés qui vont être à l'arrêt ou indisponibles, soit parce qu'elles ne vont pas avoir les pièces, eh bien, pourront ne pas subir de pénalités de la part de leurs clients. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont devoir tenir financièrement et il y a une partie de ce qui a été annoncé par Bruno Le Maire qui permet effectivement de les aider à traverser ce qui est vraiment une période de mauvaise passe, mais pas une vraie crise. Ouais. Autre mesure qui devrait permettre, en tout cas on l'espère, aux entreprises de mieux digérer ce qui est en train de se passer, c'est la facilité d'avoir recours au chômage partiel, Gaëtane Mélin. Oui, tout à fait. C'est dans le prolongement de ce que vient de dire Emmanuel Le Chypre, à savoir si la protection de certaines entreprises est empêchée, eh bien l'entreprise pourra recourir au chômage partiel, tout simplement diminuer donc sa production et mettre donc au chômage partiel une partie de ses salariés pour que cela ait le moins d'incidence à long terme sur l'activité de l'entreprise. Alors il y a un autre élément qui est très important, on parle des entreprises, mais aussi il faut parler des salariés, car l'objectif aussi de cette réunion, c'était de faire le point et avec les organisations patronales, mais aussi les organisations syndicales sur la tenue à avoir pour les chefs d'entreprise pour protéger les salariés. Et c'est pour cela que la ministre est revenue sur certains principes fondamentaux, comme la mise à l'écart de salariés qui viennent de zones à risque pour ne pas contaminer les autres salariés, tout simplement. Sur le plan politique, que retenir de cette prise de parole? Vous avez 30 secondes, Nicolas Brissette. Le gouvernement est dans un exercice d'équilibrisme parce que d'un côté, il prend des mesures qu'on ne voit pas en temps ordinaire, qui sont des mesures qu'on prend en temps de récession, en temps de grave crise économique. Or, cette grave crise économique, on n'y est pas encore. Bruno Le Maire a même dit qu'il n'y avait pas de chiffres nouveaux à donner. Mais ce qu'il emporte pour l'exécutif, c'est d'éviter le reproche qu'il n'aurait pas pris la mesure des choses et qu'il n'aurait pas pris toutes les dispositions nécessaires. Donc, pour éviter ce reproche-là, eh bien, il prend ces mesures d'urgence avant même que le mal n'arrive. Merci beaucoup Nicolas et merci à vous Emmanuel Le Chypre et Gaëtane Mélin. On reviendra bien sûr sur ces mesures qui ont été annoncées donc par ces 3 ministres qui recevaient les partenaires sociaux pour une meilleure prise en compte de l'épidémie du coronavirus au sein des entreprises françaises. On fera aussi le point sur les dernières informations qui concernent les cas recensés, au moins 38 cas recensés sur le territoire français. Nouvelle Jeep Renegade Quicksilver Winter Edition. Un esprit d'aventure à partir de 219 € par mois. Rendez-vous sur jeep.fr. Dimanche. Elle était l'appât parfait d'un trio diabolique qui a défrayé la chronique. On n'était pas des professionnels, loin de là. Faites entrer l'accusé dimanche à 20h55 sur RMC Story, Canal 23. Après le gobelet... place au Gobi. Gobi, la gourde française éco-conçue. Vous êtes prêts pour le T-Roc. Et en ce moment, le T-Roc est à partir de 229 € par mois. Volkswagen. Cette génération veut une alimentation qui respecte toujours plus l'environnement. Chez Aldi, déjà 68% de nos poissons sont certifiés pêche ou élevage durable. Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
Quand on s'est rencontrés, il cherchait à tout prix à m'impressionner. J'ai même droit à un bonus de 65%. 65%? J'adore. À la Matmut, quand on est bon conducteur, ils vont au-delà du bonus 50. Ils vont jusqu'à 65%. Matmut, la valeur sûre. Grâce à ses offres de téléphonie cloud, d'accès Internet très haut débit et d'outils collaboratifs, Unique vous permet d'accéder aux meilleurs usages de collaboration. Relations internationales, sciences politiques, journalisme et médias. Depuis 120 ans, l'école des hautes études internationales et politiques d'INSECU forme ses étudiants à comprendre la complexité du monde. HEIP, une école au service des enjeux de demain. Embarquez pour l'une des pêches les plus périlleuses du monde. Ne te mets pas sur cette corde. Sors de là. Homard pêche à haut risque, demain à 20h55 sur RMC Découverte, Canal 24. Vendez votre voiture.fr. Pour moi, ça n'a jamais été aussi facile de vendre ma voiture. Estimez gratuitement votre véhicule sur vendezvotrevoiture.fr et vendez rapidement près de chez vous. Toutes les marques et tous les modèles. Vendezvotrevoiture.fr me convient pour sa simplicité. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Bientôt 13h ce vendredi sur BFM TV, le coronavirus étend sa présence sur le sol français. Il est désormais identifié chez des patients en Bretagne, sur la Côte d'Azur. Il semble aussi avoir progressé sur les deux foyers principaux, l'Oise et la Haute-Savoie. Et c'est dans ce contexte qu'une réunion se tenait au ministère du Travail pour mieux prendre en compte l'épidémie au sein des entreprises. Parmi les annonces à retenir, la possibilité pour les entreprises justement de recourir au chômage partiel pour faire face à une éventuelle diminution d'activité. Et puis justement, tiens, mode de transmission, moyens de protection, mesures anti-propagation, on va répondre à toutes les questions que vous vous posez. Une épidémie est devant nous, annonçait hier Emmanuel Macron. Elle s'est nettement précisée quelques heures après cette visite à la Pitié-Salpêtrière. En 3 jours, la France est passée de 0 patients pris en charge à plus de 20. Ajouté aux guérisons et aux patients décédés, on atteint la quarantaine de cas confirmés. Mais ce chiffre va, c'est une certitude, grimper dans les heures qui viennent, notamment autour des deux principaux foyers, l'Oise et la Haute-Savoie. Emeline Darcourt. Voici les cas avérés de coronavirus en France. Parmi eux, 2 sont morts, 12 sont guéris. 3 sont dans un état grave dans les hôpitaux d'Amiens, de Brest et de Dijon. Enfin, 6 personnes porteuses du virus font partie de la même commune, celle de la Balme de Sillingy en Haute-Savoie. Dans cette commune, le premier cas connu est celui d'un homme de 64 ans qui, pour son travail de négociant en fromage, s'est rendu régulièrement en Lombardie. En tant que commerçant, il a nécessairement été en contact avec beaucoup de monde. Déjà, sa femme, sa fille et un ami ont été testés positifs, plus 2 autres habitants de sa ville qui avaient participé avec lui à une soirée de 120 personnes le 15 février. Ces 2 nouveaux porteurs du virus, entre-temps, ont pris part à d'autres soirées et réunions depuis cette date, multipliant le nombre de contacts potentiels. D'après le maire, de nombreuses personnes de la Balme de Sillingy ont fait le test et sont en attente de résultats. Avec nous le docteur Alain Ducardonnet, le spécialiste des questions de santé sur BFM TV. Alain, on est sur un schéma finalement qui était attendu. Oui, on le craignait, on pensait qu'il allait arriver, on avait nos voisins italiens qui avaient vécu à peu près la même chose. Eh bien, on est vraiment en début d'épidémie. Alors peut-être que la définition va tomber ce soir. C'est vrai qu'on est dans la circulation du virus, c'est ça la définition. Ça veut dire qu'on va retrouver l'expression du virus chez des personnes un petit peu partout. Avec 2 cas différents, avec deux origines différentes. On a une origine dans l'Oise. Dans l'Oise, on n'a pas la cause, on n'a pas le patient zéro. Donc en fait, aujourd'hui, on a un certain nombre de personnes qui ont été contaminées et qui en ont contaminé d'autres, puisque pendant 6 jours, on ne savait pas qu'ils avaient la maladie. Et on retrouve ces personnes, en effet, aussi bien à Nantes, à Lille, à Dijon, parce qu'en fait, ils ont voyagé, bien évidemment. Et puis on a un deuxième cas de figure, c'est le groupe qui se trouve en Haute-Savoie, où là, on a le patient. Il vient de Lombardie et en fait, il contamine un certain nombre de personnes. On a quelque chose qui est relativement circonscrit. C'est la même chose pour les cas contacts particuliers qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire les cas sporadiques, et c'est valable pour Nice, pour Montpellier et pour Lyon. On ne peut donc pas encore parler d'épidémie
en France. On va attendre que le ministre se prononce sur cette notion d'épidémie. Ce qu'on vit depuis ce matin, ça correspond à la définition de l'épidémie. Avec le docteur Ducardonnet, tout est parti de 2 patients et le professeur de Crépy-en-Valois qui est décédé. Et puis cet homme de 55 ans hospitalisé dans un état grave à Amiens. Oui, il travaille sur la base aérienne de Creil où d'autres cas ont d'ores et déjà été repérés. Le point sur les dernières informations sur place avec Perrine Storm. 4 cas de contamination avérés ont été détectés ici sur la base militaire de Creil. Parmi eux, 2 sont dans un état grave, le patient d'Amiens et puis un autre qui a été hospitalisé à Compiègne. Alors est-ce qu'on peut en déduire pour autant que la source de contamination dans l'Oise se trouve ici sur cette base aérienne? Il faut rester extrêmement prudent. Il y a néanmoins un élément qui intrigue, c'est que des militaires de cette base ont effectué le premier vol de rapatriement de Français de Wuhan jusqu'en France, jusqu'à Istres. C'était le 31 janvier dernier. On a très peu d'informations sur les membres de cet équipage et sur les mesures qui ont été prises à leur retour en France. Rien ne filtre ici. Il faut dire que c'est un site ultra sécurisé, ultra sensible et pour cause, il abrite notamment des bâtiments de la direction du renseignement militaire, la DRM. Donc c'est vraiment le silence radio. Les journalistes sont tenus à l'écart. On a interdiction de sortir la caméra, d'approcher les militaires. On a quand même pu s'entretenir avec quelques militaires qui sortaient de la base, mais là, on a refusé de répondre à nos questions, sauf un qui nous a quand même dit que le sujet était effectivement au cœur des discussions ici, mais qu'il ne fallait pas céder à la panique et qu'il fallait relativiser par rapport à la situation, alors que les investigations se poursuivent pour tenter de retrouver le fameux patient 0 qui a contaminé les autres ici dans l'Oise. L'un des premiers patients détectés dans l'Oise est passé par l'hôpital de Compiègne et du coup, là, des mesures ont automatiquement été mises en place, notamment des mesures de confinement pour le personnel soignant. Alors l'ARS, l'Agence régionale de santé, a détaché 4 praticiens en renfort, mais en termes de chiffres, on est loin du compte. Le constat avec Amélie Rosic. Ici à Compiègne, 117 membres du personnel hospitalier sont actuellement en confinement, à l'isolement chez eux. Le plan blanc a été déclenché, permettant tout de même de maintenir le service de réanimation avec 6 lits ouverts au lieu de 15 tout de même. À Creil, en revanche, 90% du personnel de réanimation est en confinement à domicile pour 14 jours. Ça représente tout de même 80 personnes, des infirmiers, des aides-soignants, des médecins, des agents d'entretien, des urgentistes aussi. Résultat, là, le service de réanimation est fermé jusqu'au 11 mars, malgré le déclenchement du plan blanc pour manque de personnel. 15 lits en moins et les patients ont été transférés vers d'autres hôpitaux dans la région et en Île-de-France. S'agissant de l'hôpital de Compiègne, des prélèvements ont débuté hier sur ce personnel en confinement pour savoir s'ils sont porteurs ou non du coronavirus. On attend les résultats. En revanche, à Creil, les prélèvements n'ont pas encore débuté. Et puis, cette dernière information dans l'Oise aujourd'hui, 2 nouvelles suspicions de coronavirus sur un patient qui est actuellement hospitalisé à Beauvais, un autre à Lille. Là encore, des prélèvements ont été effectués. On est en attente des résultats. Par ailleurs, l'enquête sanitaire se poursuit. 2 épidémiologistes ont été dépêchés depuis Paris et Amiens pour identifier notamment le patient 0 dans cette chaîne de contamination dans l'Oise. En Haute-Savoie, le patient 0, lui, il a été identifié là-bas. Un homme de 64 ans qui est rentré de Lombardie et qui habite à La Balme de Sillingy. Le problème, c'est qu'avant d'être pris en charge, eh bien, il a vu beaucoup de monde. Il a notamment participé à une soirée à laquelle participaient plus d'une centaine d'habitants de la ville. Reportage sur place de Pierre Corieux, Olivier Jouglard avec Anne-Sophie Vermont. La contamination dans cette ville savoyarde part d'un négociant en fromage qui fait des voyages réguliers en Lombardie pour son travail. Il rentre malade, mais avant de manifester les premiers symptômes, sa femme, sa fille et un ami sont infectés, tout comme d'autres personnes de la commune. Tout le monde aujourd'hui est serein, mais se fait quand même du souci parce que ces gens qui sont aujourd'hui déclarés ont côtoyé beaucoup de monde. On a parmi nos administrés un certain nombre de gens qui m'ont dit avoir fait les tests et qui attendaient le résultat et qui sont actuellement confinés chez eux. Car le 15 février, le couple participe à une soirée à laquelle se trouvent beaucoup de gens. Les nouveaux cas déclarés ont aussi assisté à cet événement. C'est vrai qu'on n'est pas trop rassurés. Mais bon, après, je crois qu'il ne faut pas céder à la panique non plus. On se dit, on ne va pas être touché. Un petit village comme le nôtre, c'est vrai que c'est un petit peu... c'est pas très rassurant.
Les personnes ayant côtoyé les malades ont été contactées par l'agence régionale de santé. Mais certains habitants, même sans contact direct, ont dû effectuer le test car ils présentaient des symptômes du virus. Je suis sortie de l'hôpital hier en fait. J'ai moi-même fait le test de coronavirus que je n'ai pas eu du tout. Donc tout va mieux, j'ai juste simplement une grippe. Par prévention, les crèches et le centre de loisirs municipal ont été fermés et plusieurs manifestations publiques annulées. Tout à l'heure, Alain Ducard donnait d'un scénario à l'italienne. En Italie, ils ont confiné une dizaine de petites villes du nord du pays. Ça n'est pas exclu en France. Voilà, c'est pas le cas pour l'instant, soyons parfaitement clairs. C'est sûrement une mesure qu'il faut savoir étudier. On n'a pas aujourd'hui de traitement, on n'a pas de vaccin. Le seul moyen qu'on ait d'endiguer, puisqu'on est encore dans cette phase d'endiguement par rapport au plan Orsan, qui prend en charge justement ces problèmes d'épidémie, eh bien la seule façon, c'est en effet de limiter la diffusion. Et la seule façon de limiter la diffusion, c'est en effet de confiner, d'isoler. Je voudrais quand même qu'on insiste bien sur le fait qu'on a l'impression que le péril arrive. N'oublions pas quand même que cette maladie, le Covid-19, est une maladie qui, dans 5% des cas, nécessite peut-être un passage en réanimation, dans 15% des cas, être hospitalisé pour être surveillé, mais dans 80% des cas, ne nécessite pas d'hospitalisation et en fait l'équivalent du point de vue symptôme d'une grippe. Donc le moment n'est pas venu, pour ceux qui nous regardent, de s'inquiéter. Sûrement pas. Sûrement pas. Encore une fois, on s'inquiète plus pour la grippe. C'est devenu extrêmement banal. Là, c'est tout nouveau, donc c'est normal. On s'interroge. On n'a pas des réponses à tout, donc ça génère des peurs. Mais aujourd'hui, on peut dire clairement que même si on évoquait le nom d'épidémie, c'est une épidémie d'une maladie qui est quand même maintenant clairement pas si grave que cela. Et des mesures probablement vont être proposées ce soir par Olivier Véran dans son point quotidien à 19h. Il y a aussi ces questions qui se posent. Comment limiter les risques de propagation du virus, notamment par le biais des entreprises? Quelles solutions pour ces entreprises et les salariés qui travaillent avec la Chine ou encore l'Italie? La ministre du Travail recevait en fin de matinée patronat et syndicats. Elle était aux côtés, vous le voyez, de Bruno Le Maire pour l'économie, d'Olivier Véran pour la santé. L'employeur a toujours une responsabilité en matière de santé et de protection des travailleurs. Et concrètement, cela signifie que pour des salariés qui auraient été amenés à aller dans une des zones à risque, des pays à risque, rouge et orange, ou qui seraient en contact prolongé et reconnus comme une personne de contact vis-à-vis de ces personnes, à ce moment-là, il faut adapter les conditions de travail, soit en changeant l'organisation du travail, soit en mettant ces personnes en télétravail, soit, si tout ça n'est pas possible, le salarié, à ce moment-là, voit avec le médecin qui est de l'Agence régionale de santé pour être en arrêt de travail avec des indemnités journalières. Pour ceux qui sont en arrêt de travail pour indemnité journalière, à ce moment-là, le délai de carence a été déjà supprimé pour la sécurité sociale et sera, dans les jours qui viennent, supprimé pour la partie employeur pour qu'il n'y ait pas de pénalité de salaire pour les salariés concernés. Gaëtane Mélin, on a plus assisté à un rappel des principes de précaution qu'à des annonces concrètes. Alors oui, ça c'était effectivement pour protéger les salariés des entreprises. Effectivement, la ministre est revenue sur ce qui doit être fait pour les salariés qui reviennent de zones à risque pour protéger leurs collègues. Et puis, la ministre est également revenue sur le décret qui a été publié fin janvier, qui a été signé d'ailleurs par le Premier ministre et qui rappelle que la période de confinement, cette quarantaine, si on ne peut pas télétravailler, eh bien, elle sera assimilée à un congé maladie et donc le salarié sera payé par la sécurité sociale et ce, dès le premier jour. Mais ce qui est important aussi dans cette conférence de presse tenue par les trois ministres, ce sont les mesures qui sont prises pour soutenir les entreprises face à cette menace potentielle de récession. Si certaines entreprises sont amenées à revoir à la baisse leur activité, elles auront droit de recourir au chômage partiel. L'objectif, c'est bien évidemment d'assurer une pérennité à plus long terme de leur activité. Puis un autre point essentiel, c'est que la ministre a annoncé que cette épidémie, si tant est que c'en est une, de coronavirus pourra être assimilée à un cas de force majeure et donc les entreprises pourront prendre les mesures adéquates pour y faire face.
Et ça ne concerne pas que les grands groupes façon Total, ça concerne aussi les TPE, les artisans et même certains élus. Bonjour Anne Genetet, vous êtes députée La République En Marche des Français de l'étranger pour la région Asie. On va évoquer la situation avec vous. D'abord, à titre personnel, ce coronavirus, est-ce que ça perturbe votre activité de député et si oui, de quelle façon ? Ah bah oui, je ne peux plus me rendre actuellement dans ma circonscription puisque dans ma circonscription vous trouverez la Chine, la Corée, le Japon, l'Iran, Singapour, le Vietnam, le Cambodge. Voilà. Donc là je peux plus du tout y aller à titre personnel. Parce que comme ce sont pour certains des pays nommés des zones à risque, si je reviens en France, je vais me retrouver confinée pendant 14 jours. Je ne vous cacherai pas qu'à l'Assemblée on a un peu de travail et que ça m'ennuierait de ne pas pouvoir y venir du tout pendant 14 jours. Le risque personnel que je sois contaminée, il est assez faible. On voit bien, il y a quand même peu de personnes contaminées, même si c'est toujours inquiétant par rapport à l'ensemble de la population. Mais j'ai pas du tout envie d'être confinée, j'ai envie de pouvoir continuer à travailler. Donc je reste à Paris. Et que dites-vous aux Français qui ont l'intention de partir dans les jours qui viennent ou qui ont déjà pris un billet peut-être vers la Chine ou encore la Corée du Sud ? Alors j'ai été interrogée directement par certains de mes ressortissants dans la circonscription sur le sujet. Ma recommandation serait d'ailleurs celle du ministère des Affaires étrangères. Si vous n'avez pas d'obligation à aller dans ces pays-là, il faut réfléchir. Il n'y a pas forcément de risque majeur d'être contaminé, mais il y a certainement, on sait aujourd'hui que vous serez confiné au retour. Donc si vous pouvez prendre en compte ces exigences et puis décider en fonction de cela. Mais il n'y a pas de restriction au sens interdiction d'aller dans un pays, certainement pas. Donc c'est un peu à vos risques et périls. Oui, mais le risque est mince. Il faut bien comprendre que, rappelons que même si on a pas loin de 80 000 cas en Chine, je rappelle qu'il y a 1,5 milliard d'habitants en Chine. Donc voilà, il faut quand même raison garder. Il y a un phénomène infectieux qui se propage, mais c'est pas quand vous croisez quelqu'un, vous allez l'attraper. Certainement pas. On est loin de ça. Sauf erreur de ma part, vous avez fait des études de médecine. Oui. À cet égard, ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui, c'est le virus ou c'est la panique ? C'est l'inquiétude que ça peut générer. Justement, je crois qu'il faut, face à ce genre de situation, nous sommes dans une phase où, pour le moment, si on prend le cas de la France, nous avons des cas sporadiques dans différentes régions de France, mais nous n'avons pas de phénomène épidémique, comme on peut le voir avec une varicelle au printemps, avec une grippe comme on peut l'avoir en ce moment. Nous ne sommes pas du tout dans la même dimension. Donc, pour ces cas-là, pour le moment, ce qu'il faut faire, c'est prendre des précautions individuelles qui sont très importantes. Chacun est responsable et se préparer à une phase qui, elle, serait épidémique. Et normalement, notamment, préparer nos hôpitaux. C'est ce qui est fait. Et préparer nos entreprises. Ça, c'est très important. Je crois que Muriel Pénicaud vient de l'expliquer. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Il faut que chaque entreprise soit capable de dire, il y a un numéro unique pour nous appeler. Si on a un cas qui se déclare au bureau, voilà comment on va faire. Si on a un cas qui m'appelle le matin avec 38 de fièvre, voilà quel est le protocole. Chacun doit définir son protocole à son niveau individuel, entreprise, collectivité locale. Chacun doit avoir son protocole prêt. Merci beaucoup Anne Genetet pour votre réaction sur l'antenne de BFM TV. On va faire le point à présent sur le coronavirus, mais à l'échelle mondiale avec les derniers chiffres. Plus de 500 nouveaux cas en 24 heures en Corée du Sud. Un premier cas en Afrique subsaharienne, au Nigeria. La Lituanie touchée à son tour. Le salon de l'auto de Genève, par ricochet, est annulé. Le point sur la situation sur la planète avec Sophie Béchir. En Corée du Sud, la peur du coronavirus gagne chaque jour un peu plus de terrain. Ici à Séoul, ils sont des dizaines à attendre leur tour en espérant obtenir un masque. J'étais inquiète à cause du manque de masques, mais je suis contente d'en avoir finalement obtenu 5. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire que de faire confiance au gouvernement qui a promis d'augmenter l'approvisionnement. Même inquiétude en République dominicaine où les autorités ont refusé d'accorder l'autorisation d'accoster à un navire de croisière. Certains passagers présentent selon elles des symptômes du coronavirus. Nous avons reçu l'alerte nous informant que 4 passagers ont été auscultés par l'équipe médicale du navire et lorsque celui-ci est arrivé dans notre port, 7 passagers présentaient des signes d'infection respiratoire. En Irak, l'inquiétude grandit un peu plus avec la découverte d'un 7e cas de coronavirus, le premier à Bagdad, capitale du pays. Conséquence, les autorités ont décidé de fermer les cinémas, les écoles et les cafés jusqu'au 7 mars prochain. Plusieurs endroits publics, comme ici la mosquée de Koufa, sont en phase de désinfection. Également de l'actualité de ce vendredi, une cérémonie des Césars extrêmement controversée. C'est Culturez-vous. Culturez-vous avec Magnolia.fr. Trouvez la meilleure assurance de prêt sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
45e donc cérémonie des Césars ce soir, Candice. Et en gros, on va parler de tout sauf de cinéma. C'est en tout cas l'impression qu'on a. Pourtant, quelle sélection cette année. Mais c'est vrai, c'est un peu dommage, mais c'est ça, c'est l'ombre de Roman Polanski qui plane sur cette cérémonie qui continue à planer depuis l'annonce de ses 12 nominations, malgré l'annonce hier. Il l'a faite lui-même dans un communiqué, il a dit qu'il ne viendrait pas. Et bien pourtant, voilà, étrangement, on n'est pas tout à fait sûr que ça calme vraiment le jeu, même s'il souhaitait justement laisser la place à son film en espérant qu'on en parle. Ben voilà, on n'est pas sûr que ce soit le cas. Étrangement, effectivement, la soirée pourrait quand même tourner au règlement de compte. Évidemment, on va guetter toutes les prises de parole, déjà des féministes qui seront dehors, en nombre, et puis à l'intérieur, Adèle Haenel qui sera là, elle aussi, alors qui ne sera pas seule, hein, mais c'est vrai qu'on la scrute d'autant plus après ces nouvelles déclarations dans la presse en début de semaine. Distinguer Polanski, c'est cracher au visage de toutes les victimes. Donc si elle monte sur scène pour prendre un prix qu'elle pourrait recevoir pour le portrait de la jeune fille en feu, eh bien il ne serait pas étonnant qu'elle prenne la parole sur ce sujet-là. On a la sensation en fait que cette année, eh bien le cinéma va régler un peu va laver son linge sale, mais en famille. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça c'est la preuve. Il y a chaque année un César d'honneur, qui a été remis joli plateau, hein. Voilà, il y avait des jolis plateaux, effectivement, un beau César d'honneur, on récompense une star internationale ou bien même une star française pour l'ensemble de sa carrière. C'est un moment émouvant, c'est un moment glamour. Et cette année, il n'y en a pas. Et c'est la première fois dans l'histoire des Césars qu'il n'y en aura pas. C'est donc peut-être la preuve, voilà, que on veut régler certaines choses et que ça a été particulièrement compliqué cette année. C'est vraiment une année de transition et ce sera d'ailleurs l'objet du discours de Sandrine Kiberlin, qui est la présidente de cette 45e cérémonie des Césars. Elle va parler de cette révolution en marche. Elle va sans doute s'en féliciter en disant que peut-être ce sera le moyen de faire avancer les choses. Une femme qui préside, une femme qui anime aussi, hein, Florence Foresti. Et pourtant, c'est dommage parce que quelle cuvée, et on aimerait bien que les lauréats puissent quand même en profiter un peu. On aimerait tellement. On pense par exemple aux Misérables, évidemment, de Lajli, ce film tellement intelligent, tellement fin sur les banlieues, sur l'état des lieux des banlieues. Aujourd'hui, Lajli tout juste rentré des Oscars où il concourait et effectivement qui part quand même en tête de ses pronostics. On pense aussi au portrait de la jeune fille en feu qui parle également de toutes ces femmes qui sont effacées du tableau et dont il est évidemment question en ce moment, de ces femmes qu'on efface grâce à Dieu, là, sur l'affaire Barbarin, hors norme, sur l'autisme, et La Belle Époque aussi, qui parle d'amour, qui est un sublime film. On regrette donc encore plus cette année de ne pas pouvoir parler de cinéma. Regardez un petit peu l'œil de Na, Candice, ça va vous parler. Soirée très spéciale en perspective. Salle Pleyel. Grosse ambiance, pronostic Na. Voilà pour l'œil de notre dessinateur. Merci Candice. À lundi. C'était Culturez-vous avec Magnolia.fr. Trouvez la meilleure assurance de prêt sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. 13h19, 20 même, dans la prochaine demi-heure. Confinés de bonne volonté, quel est le quotidien de ces Français qui rentrent d'une zone à risque? Témoignage à suivre. On parlera aussi de ces annonces faites par le gouvernement à l'issue d'une réunion avec les partenaires sociaux pour mieux prendre en compte le coronavirus au sein des entreprises et notamment le coronavirus requalifié en cas de force majeure. Qu'est-ce que ça change? On posera la question à Emmanuel. En Chine, en ce moment, le meilleur ami de l'homme est un robot. Il ne risque pas d'attraper le virus ni de le transmettre. Résultat, les robots chinois sont débordés. On va voir ça avec Frédéric Simon. Du lundi au vendredi. Retrouvez tous les matchs, tous les sports, toutes les images, tous les résultats. L'Actu Sport, du lundi au vendredi sur BFM TV. Votre programme avec Magnolia.fr. Trouvez la meilleure assurance de prêt sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Vous êtes prêts pour le T-Roc. Et en ce moment, le T-Roc est à partir de 229 € par mois. Volkswagen. Quand on s'est rencontrés, il m'a dit qu'il était champion de tennis. Il cherchait à tout prix à m'impressionner. Mais c'est pas comme ça qu'il m'a impressionné. Tu conduis super bien. Ouais, j'ai même droit à un bonus de 65%. 65%? Oui, à la Matmut, quand on est bon conducteur, ils vont au-delà du bonus 50. Ils vont jusqu'à 65%.
Et c'est ça que t'aimes chez moi, c'est mon côté rassurant. Enfin, ça m'aurait pas dérangé que tu sois champion de tennis. Matmut, ma valeur sûre. Le but de l'année, c'est celui-là. Non, il a raison. S'il y en a un à retenir, c'est celui-là. Mais non, mais il est là le plus beau. Ah ouais, il était dingue celui-là. Non mais arrêtons de délirer. Franchement, pour moi... Y'a pas enjeu là? Partageons notre passion. Suivez le meilleur du foot européen sur RMC Sport à 9 € par mois avec la fibre de SFR ou 19 € par mois. Offre avec engagement 12 mois. RMC Sport, c'est la passion qui parle. Mais enfin, but à gaz, c'est pas que les bouteilles de gaz, c'est aussi l'électricité, l'énergie solaire, les granulés de bois. Et toi, Kiki, tu chauffes comment chez toi, hein? Appelez vite le 3455 pour découvrir toutes nos énergies et services. Comme une majorité d'internautes, vous consultez les avis clients avant d'acheter sur Internet. Mais comment savoir si les avis que vous lisez sont réels? Si vous voyez ce badge, cela signifie que les avis de ce site e-commerce sont authentiques. Ceci est un message de la Société des avis garantis. BFM TV 13h23, l'actualité de ce vendredi dominée par la propagation du coronavirus sur le sol français. Point complet du ministre de la Santé à 19h. On sait déjà que Nice et la Bretagne sont touchés à leur tour. On attend surtout de nouveaux résultats d'analyse sur les 2 foyers découverts ces derniers jours, l'Oise et la Haute-Savoie. Alors que pour l'instant, il n'y a pas de mesure de confinement en vigueur en France. En revanche, le message est assez clair. Ceux qui rentrent d'une zone à forte exposition sont fortement priés de rester chez eux. Je vais bien, mais j'ai choisi de respecter la règle du jeu. Témoignage recueilli par Nicolas Badgioni, Charlotte Onfroy et Juliette Andrieux. C'est un voyage dont Chloé se souviendra. Venise, son carnaval, ses gondoles, mais aussi le coronavirus. À son retour, son employeur lui a demandé de rester chez elle en quarantaine. Je suis en télétravail, je ne suis pas du tout en arrêt maladie ou quoi que ce soit. Donc je travaille à distance. Pour les rendez-vous clients, je les fais par téléphone ou par visio. Enfin, de base, voilà, mon quotidien au travail est très dématérialisé, entre guillemets, flexible. Donc ça me pose pas du tout souci. Ce professeur d'histoire géo qui revient de Singapour, lui ne peut plus donner cours à ses élèves, contraint d'éviter au maximum tout contact avec l'extérieur. Je fais quelques courses, moi ce que j'essaye de faire, c'est les faire à des moments où il n'y aura personne. Si j'ai besoin d'autres sorties, j'essaye d'avoir un masque, mais là, il demandait, il n'y en a pas dans les pharmacies. C'est un peu embêtant parce qu'on voit plus grand monde et puis on reste un maximum de temps chez soi. Avec la petite difficulté, c'est qu'actuellement, depuis ce matin, j'ai plus du tout de ligne internet. Donc je suis vraiment hors du monde. Nous avons contacté une étudiante de Sciences Po qui s'est rendue à Milan. Elle se sent moins seule. Elle vit en colocation avec des amis qui se sont rendus eux aussi dans des zones à risque. On est 6. Je dirais que en fait, c'est assez normal. Je dirais que c'est comme un dimanche. On se réveille sur les coups de 9-10 heures. On travaille. On est très encadré par les professeurs qui nous envoient ce qui se passe en cours. On va pouvoir assister à nos amphithéâtres à distance en vidéoconférence. Une mesure prise par l'école, car au total 364 élèves de Sciences Po s'étant rendus dans des zones à risque sont actuellement confinés dans toute la France. Ce programme vous est présenté par Cartel. Cartel, l'opérateur téléphonique qui rend les chefs d'entreprise 100% heureux. Frédéric, en Chine aussi, les hôpitaux subissent la mise en quarantaine d'une partie du personnel soignant des hôpitaux chinois et ils font donc appel à des robots. Oui, des robots. Ils ont demandé à toute l'industrie robotique chinoise, qui est quand même assez importante, de réfléchir à comment parfois recycler leurs robots traditionnels. Alors on sait qu'on a vu des drones, hein, Anthony Morel en a présenté des drones qui pulvérisaient du désinfectant. Et bien là, c'est un robot qui s'appelle le Thor One. Et donc il a été décrit dans les médias chinois comme l'arme massive pour combattre ce virus. Le principe, c'est de pulvériser. Donc il est commandé à distance et donc il va sillonner comme ça les allées des établissements hospitaliers. On pulvérise. Alors certains vont dire oui, mais on pulvérise dans l'air. Oui, mais il paraît que sur certaines surfaces, le virus peut continuer à survivre quelques jours. Donc là, ça va aller sur les surfaces en métal et en verre. Et ils ont d'autres robots qui, eux, sont carrément dans les couloirs de l'hôpital. Alors là, de façon totalement autonome. Voilà, ils vont suivre tout tranquillement leur trajet. Et puis, bien, selon les endroits, ils vont continuer à pulvériser tout ça. Ça va bien aider les médecins et les infirmiers, oui. Ça. Oui, ça va aider. Alors parce qu'il y a d'autres robots qui déjà assistaient les infirmiers et les médecins. Parce que ce qu'il faut au maximum,
maximum, c'est évidemment éviter trop de contacts humains. Donc c'est vrai que des robots qui peuvent amener les médicaments jusqu'au patient, des robots qui peuvent, voire même avec des caméras infrarouges, prendre la température à distance. On a même des robots munis d'écran, et ça on en reparlera, pour faire de la consultation à distance. C'est-à-dire il y a juste le robot qui est dans la salle. Alors ça supprime un peu la relation humaine, mais ça permet quand même d'avoir un diagnostic, puis de limiter ce contact humain entre infirmiers, médecins et patients. Juste en un mot, Alain Ducardonnet, est-ce qu'on sait ce qu'ils pulvérisent justement ces robots? Ce sont des antiseptiques. Tout simplement. Tout simplement. C'est pas mal, hein. C'est vrai que la diffusion comme ça générale, ça peut servir. Ça peut servir. Alors les établissements, ils ont même installé des sortes de robots radars à l'entrée des hôpitaux. Ça sert à quoi? Ça sert à repérer les gens qui éventuellement seraient porteurs, auraient une température supérieure à la moyenne et donc seraient potentiellement porteurs d'un virus ou d'un autre type de maladie. Mais voilà, donc ils ont ce type de, vous le voyez, il a des capteurs infrarouges, et puis chaque personne qui rentre est scannée un peu comme un radar automobile, et puis derrière ça renvoie vers une caméra infrarouge, et puis là on va voir si la personne est correctement, sa température ne franchit pas le seuil des 37 degrés. Donc voilà, toute cette industrie robotique est vraiment au service. De ce combat. Merci beaucoup Frédéric. Ce programme vous a été présenté par Cartel. Cartel, l'opérateur téléphonique qui rend les chefs d'entreprise 100% heureux. Le temps. Oh, pardon. Dissipé. Et ce sont des conditions à nouveau très agitées qui sont attendues pour la journée de demain, avec cette nouvelle dépression Georges qui va générer un fort coup de vent sur les régions de la moitié nord. En tout cas, une première perturbation concerne cet après-midi les régions de la moitié nord, avec des pluies un peu plus soutenues pour la Normandie, les Hauts-de-France, le nord du bassin parisien jusqu'aux Ardennes. En tout cas, le ciel reste bien chargé sur les 2 tiers nord. Davantage d'éclaircies pour les régions situées au sud de la Garonne. Pour le quart sud-est et pour la Corse, les températures toujours très douces, notamment sur les régions de l'ouest. Vous le voyez, jusqu'à 18-19 degrés attendus cet après-midi sur le Pays Basque, 6 à Lille, 7 pour Paris. Demain, nouvelle perturbation très active, de la pluie, beaucoup de vent sur les régions de l'ouest. Dans l'après-midi, cette perturbation se décalera vers l'est. On attend des rafales à 90, 100, voire localement 110 km/h dans l'intérieur des terres, et entre 110, 120, voire très localement 130 le long des côtes de la Manche. Des températures toujours très douces, 15 degrés pour demain matin à Biarritz, c'est demain après-midi. Des températures toujours très douces, bien au-dessus des valeurs de saison, 8 à Rouen, 11 à Paris et 19 la maximale prévue à Perpignan. Place à la météo des neiges. Cet hiver, redécouvrez le plaisir des sports d'hiver avec Club Med. De belles éclaircies attendues pour demain matin sur les reliefs de l'Est, mais ça devrait changer dans le courant de l'après-midi avec cette perturbation qui va apporter donc de la neige sur les Alpes. Il s'agira de pluie sur le Jura, vous le voyez, Mont-Jura, 80 cm de neige en haut des pistes. Donc de la neige dès 1700 mètres pour les Alpes du Nord, ça sera également le cas sur les Alpes du Sud. Attention, le risque d'avalanche est très marqué sur les massifs de l'Est, et 2,25 m de neige en haut des pistes à Puy-Saint-Vincent. Quelques précipitations pour le massif central sous forme de neige là aussi au-dessus de 1400 mètres. Et puis les Pyrénées avec là aussi de la neige pour demain après-midi. Toujours 1,50 m de neige en haut des pistes aux angles. Club Med vous a présenté la météo des neiges. Redécouvrez le plaisir des sports d'hiver avec Club Med. Il est 13h30, bienvenue sur BFM TV. Il n'est pas encore considéré comme une épidémie, mais en France, le coronavirus progresse. Premier cas détecté ce matin en Bretagne ou encore dans les Alpes-Maritimes. Au total, au moins 38 personnes ont été contaminées. Et le gouvernement dégaine 2 outils en faveur des entreprises. Le cas de force majeure et le chômage partiel. Dit comme ça, oui, bon, laissez-vous le verrer, capital pour limiter l'impact économique. Si on annule un voyage en raison du coronavirus, comment se faire rembourser? Est-ce imprudent de prévoir de partir dans les semaines qui viennent en vacances en Italie ou encore en Chine? Nous répondrons à ces questions. Cela ne veut pas dire qu'il faut s'inquiéter, c'était même prévisible, disent la plupart des médecins. Le nombre de cas de coronavirus en France a grimpé depuis hier. On est à au moins 38 cas recensés. 20 de plus donc annoncé hier soir. Il touche désormais plusieurs villes en France, principalement dans le nord et l'est du pays. L'un des foyers les plus importants se trouve en Haute-Savoie. Tout est parti d'un homme qui voyage régulièrement en Italie pour son travail. On sait d'ores et déjà qu'il a contaminé plusieurs personnes de son entourage, mais pas seulement, puisqu'il a participé à une fête
au moment où il ne savait pas encore qu'il était malade. Et tout cela se déroule dans le petit village de Balme de Sillingy, où de nombreuses mesures, vous allez le voir, ont été mises en place par le maire de la ville. Thomas Herman est sur place avec Camille Fournier. De nouveaux cas ont été détectés dans cette commune de Haute-Savoie. Ce sont 2 employés municipaux qui ont contracté le virus. Alors il faut savoir que le premier cas ici dans cette commune a été annoncé ce mardi. Il s'agit d'un homme de 64 ans qui se rendait régulièrement en Lombardie, en Italie pour des raisons professionnelles. Et lors de son retour sur le territoire français, il a contaminé sa femme mais également sa fille et un ami proche. S'ajoute à ça ces 2 nouveaux cas qui ont été annoncés ce matin. L'ensemble de ces personnes sont prises en charge à l'hôpital d'Annecy. Le maire de la ville qui suit la situation de très près. Nous l'avons rencontré tout à l'heure. Je vous propose de l'écouter au micro de Camille Fournier. Il y a ce matin de nouveaux cas. Les intéressés m'ont appelé et c'est pour ça que je le sais et m'autoriser à le dire sans donner les noms, bien entendu. Il y a une soirée où la personne qui a été détectée en premier était présent. Et tous ceux qui aujourd'hui sont positifs étaient à cette soirée. La municipalité qui met des mesures en place, comme par exemple la fermeture des crèches ou encore du centre de loisirs. Les activités sportives, mais également culturelles, ont été suspendues. C'est les vacances scolaires ici en Haute-Savoie. Il n'y a pas besoin d'interdire l'accès aux établissements car il n'y a personne dans les différentes écoles de la ville. Sachez également que la municipalité a envoyé un courrier pour informer les habitants de ces nouveaux cas de coronavirus et des règles à respecter, notamment d'hygiène. La municipalité qui suit donc la situation de près, qui ferme l'ensemble des bâtiments publics pour limiter au mieux la circulation du virus. Voilà pour la Haute-Savoie. La situation sur l'autre foyer à présent dans l'Oise. L'immense majorité des cas sont concentrés sur cette base aérienne à Creil, la BA110, où se trouve notamment le siège de la très sensible direction du renseignement militaire. C'est là que travaille l'homme de 55 ans hospitalisé à Amiens dans un état grave. Tous les personnels ont été testés et plusieurs cas positifs ont été répertoriés. On sait aussi que cet homme, donc agent civil de la base aérienne de Creil, est passé par l'hôpital de Compiègne. Oui, confinement obligatoire du coup pour le personnel soignant qui a pu entrer en contact avec cet homme. Le plan blanc est déclenché pour pouvoir renforcer les effectifs si nécessaire, mais ça ne rassure pas complètement le maire de la ville. Il y a en effet 117 agents qui ont été recensés comme ayant été en contact avec le premier malade passé par notre centre hospitalier. Et depuis que hier soir, un second cas a été détecté, d'autres agents sont tracés. Par conséquent, le défaut de ressources humaines du centre hospitalier devient réellement très important. À Creil, les choses sont plus claires puisque le service de réanimation est fermé depuis 2 jours. Le reste de l'hôpital, Igor Saïri, il fonctionne tant bien que mal. Et oui, malgré le lancement du plan blanc, il y a 48 heures, effectivement, cet hôpital ne fonctionne pas à plein régime. D'abord, il faut savoir que depuis plus d'1 an, cet hôpital est en grève en raison du manque de moyens aux urgences. Mais le problème qui se pose, c'est surtout le passage de ce professeur de 60 ans décédé à Paris et qui est resté 6 jours au service de réanimation de cet hôpital de Creil. Autrement dit, cela fait 15 lits en moins et beaucoup de personnel soignant en moins qui ont été identifiés. Il y en a 80 au total, une trentaine d'infirmières, 24 aides-soignants, une quinzaine de médecins, 2 équipes du SMUR, 4 personnes du service d'urgence ou encore le personnel d'entretien. On sait aussi qu'il n'y a pas de réserve de masques FFP2, ceux qui sont qui protègent du coronavirus. J'ai échangé il y a quelques minutes avec un médecin urgentiste syndiqué CGT qui m'expliquait qu'il ne fallait pas qu'il y ait une catastrophe dans les prochains jours dans cet hôpital car il n'y avait pas les moyens d'y répondre. Il m'a également dit qu'il y avait moins de patients qui se présentaient aux urgences depuis 48 heures. Hier, on était sur une moyenne de 40 alors que c'est 3 fois plus en temps normal. Igor, les épidémiologistes sont sur place. Ils sont 2 absolument, un épidémiologiste de Paris et un autre d'Amiens. Ils sont effectivement dans l'Oise pour tenter de retrouver ce fameux patient zéro et retracer le parcours du virus. Ça va prendre évidemment beaucoup de temps car il y a une enquête très profonde à creuser, notamment tous les gens qui ont pu rencontrer ce patient zéro. Il y a des enquêtes, des analyses biologiques à faire. Ça prend du temps. Ce que l'on sait, c'est que le personnel soignant de l'hôpital de Compiègne a été prélevé. Ils sont plus d'une centaine. En revanche,
Ceux de l'hôpital de Creil n'ont pas encore été prélevés car il faut attendre encore un petit peu visiblement. On sait aussi qu'il y a 2 suspicions de coronavirus dans l'Oise. Un patient a été hospitalisé à Beauvais, un autre à Lille. Leurs prélèvements sont en cours actuellement. Igor Seriek, Marvin Goulienne-Minetti. Caroline Dieudonné, vous êtes la spécialiste santé de BFM TV. D'abord un commentaire sur l'augmentation du nombre de cas recensés depuis hier. Il y en aura sans doute une autre ce soir. C'est un schéma qui était attendu. Oui, c'est un schéma qui était attendu. Et d'ailleurs, lors de la conférence de presse de ce soir, on s'attend à ce que de nouveaux cas soient officialisés. Il faut bien différencier les 2 principaux foyers dont on parle. Il y a d'abord la Haute-Savoie, où là, on a identifié, on l'a entendu, cette personne de 64 ans qui faisait des voyages réguliers en Italie et qui a assez naturellement, finalement, contaminé ce qu'on a appelé son entourage proche, les cas contacts, en fait, qui l'entourent, son entourage professionnel, on le verra. Il y a déjà sa fille qui est contaminée, un ami, il y a 2 nouveaux cas, donc on s'attend à ce qu'il y ait des cas supplémentaires. Et puis, le foyer de l'Oise, c'est complètement différent, parce que là, on ne connaît toujours pas le ou les patients zéro, et donc on n'a pas détecté tout de suite que ces personnes étaient infectées. Donc il y a un laps de temps qui s'est écoulé pendant lequel il y a pu avoir des contaminations possibles. Et on voit que ces cas, ils sont désormais disséminés à travers la France. Et donc à chaque fois, eh bien, c'est le travail d'enquête qui se poursuit parce que pour chaque nouveau cas qui a été diagnostiqué, eh bien, il faut à nouveau identifier tous les cas contacts autour de ces personnes qui se trouvent notamment à Nantes, à Lille, à Dijon ou encore à l'hôpital de Bégin. Donc effectivement, on pouvait s'y attendre. On ne parle pas encore d'épidémie, mais on peut dire que ça commence sérieusement à y ressembler. Donc quels tests sont réalisés et sur qui? Alors ce qui a changé depuis quelques jours, c'est que désormais, on ne va pas seulement s'intéresser aux personnes qui reviennent de zones à risque ou qui ont été en contact avec des personnes infectées. On va aussi s'intéresser à des patients qui sont déjà à l'hôpital et qui présentent certaines pathologies qui ressemblent un petit peu par exemple à des pneumonies bilatérales, donc dans les 2 poumons, à des formes très sévères de grippe. Et on va les tester. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a identifié ces 2 personnes âgées qui sont en réanimation en ce moment à Brest et à Dijon et qu'on a identifié un nouveau cas à Lyon qui se trouve en réanimation. Donc avec cette autre technique, on peut aussi s'attendre à trouver des cas supplémentaires. Caroline Dieudonné, spécialiste santé de BFM TV. Et puis cette inquiétude ne concerne pas que le monde hospitalier, le monde économique également. Les entreprises françaises qui se posent beaucoup de questions. Pour y répondre, 3 ministres ont reçu en fin de matinée les partenaires sociaux avec quelques annonces à la sortie de la réunion. Antoine Lard, vous avez suivi ce rendez-vous pour BFM TV. Que faut-il en retenir? Oui. Eh bien, d'abord, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, l'a rappelé, les entreprises ont un devoir de protection vis-à-vis de leurs salariés. Concrètement, si un collaborateur revient d'une zone à risque, qu'il soit allé là-bas pour ses vacances ou dans le cadre de son travail, à son retour, l'entreprise doit impérativement prendre des mesures pour ne pas risquer de contaminer le reste des salariés. Concrètement, ce collaborateur doit être placé à l'isolement chez lui pendant 14 jours. Mais tout cela ne doit pas le pénaliser. Pas question de lui demander de prendre de RTT ou de congé pendant ces 14 jours. Cette mise à l'écart est considérée comme un arrêt de travail. Je vous propose à ce sujet d'écouter les précisions de la ministre du Travail. Pour des salariés qui auraient été amenés à aller dans une des zones à risque, des pays à risque, il faut adapter les conditions de travail, soit en changeant l'organisation du travail, soit en mettant ces personnes en télétravail, soit, si tout ça n'est pas possible, le salarié, à ce moment-là, voit avec le médecin qui est de l'Agence régionale de santé pour être en arrêt de travail avec des indemnités journalières. Pour ceux qui sont en arrêt de travail pour indemnité journalière, à ce moment-là, le délai de carence a été déjà supprimé pour la sécurité sociale et sera, dans les jours qui viennent, supprimé pour la partie employeur, pour qu'il n'y ait pas de pénalité de salaire pour les salariés concernés. Alors voilà pour les salariés. De son côté, le ministre de l'économie a lui annoncé des mesures pour soutenir les entreprises qui sont pénalisées par le coronavirus, notamment la possibilité pour elles de recourir plus facilement au chômage partiel. On sait que certaines entreprises ont des difficultés d'organisation, des difficultés d'approvisionnement à cause notamment de containers qui sont bloqués en Chine et qui n'arrivent pas jusqu'en France. Le coronavirus est désormais considéré comme un cas de force majeure, annonce Bruno Le Maire, et le ministre de l'économie poursuit tout cela
aura forcément un impact sur la croissance. 0,1 point de moins, c'est ce qui est estimé pour le moment, mais ce chiffre, a prévenu Bruno Le Maire, risque bien d'être revu à la hausse dès la semaine prochaine. Antoine Lard avec Jean-Baptiste Laure. Le cas de force majeure, on vient de prononcer l'expression depuis le ministère du Travail. Pourquoi c'est si important? Pourquoi les entreprises en ont un besoin vital? L'édito écho d'Emmanuel Le Chypre. Faites fructifier vos projets en regardant votre programme avec Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Il faut bien comprendre la nature du choc économique. On n'est pas dans le cas d'une récession traditionnelle où l'activité est à bout de souffle parce que les entreprises ont plus d'argent, parce que les ménages ont plus de pouvoir d'achat, parce que y a un chômage élevé, etc. On est sur un choc brutal, une paralysie de l'activité qui va durer quelques mois, le temps que ce coronavirus disparaisse. Après, on aura un rebond, on va retrouver les conditions normales d'activité. Mais ce qui est important, c'est de gérer cette période de transition dans laquelle l'activité va se figer. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez des entreprises françaises qui, d'un côté, ne vont pas pouvoir vendre, hein, c'est tous les hôteliers, les restaurateurs, les entreprises qui vendent en Chine, et puis vous avez aussi toutes celles qui ne vont pas pouvoir produire parce que, par exemple, elles utilisent des pièces détachées qui viennent de Chine et qu'elles vont, par exemple, avoir des retards de livraison. Et donc, pourquoi c'est très important ce cas de force majeure? Eh bien, c'est parce que toutes les entreprises qui ne peuvent plus produire, soit parce qu'elles vont avoir des salariés qui vont être à l'arrêt ou indisponibles, soit parce qu'elles ne vont pas avoir les pièces, eh bien, pourront ne pas subir de pénalités de la part de leurs clients. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont devoir tenir financièrement. Et il y a une partie de ce qui a été annoncé par Bruno Le Maire qui permet effectivement de les aider à traverser ce qui est vraiment une période de mauvaise passe, mais pas une vraie crise. C'était votre programme avec Serre France. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. On va faire le point à présent avant de partir en coming sur la situation du coronavirus à l'échelle mondiale. Avec ce dernier chiffre, plus de 500 nouveaux cas qui ont été détectés en 24 heures en Corée du Sud. À l'échelle mondiale, vous le voyez, plus de 83 700 cas confirmés et 2859 personnes qui sont donc décédées du coronavirus. Alors il y a des points rouges sur une quarantaine de pays, 45 pays qui sont concernés, mais il y a un continent qui est pratiquement épargné. En tout cas, c'est l'impression qui se dégage, c'est l'Afrique. Il y a un premier cas au Nigeria, il y a un cas en Égypte. Caroline Dieudonné, pourquoi il ne faut pas se fier à cette photographie ? Eh bien, c'est ce qui inquiète les scientifiques. En fait, ce nombre de cas extrêmement faible en Afrique. Vous le disiez, un premier cas au Nigeria. Il faut préciser que c'est un Italien qui a été diagnostiqué. Et donc, la provenance de ce virus est identifiée puisqu'il revenait de la ville italienne de Milan. Pour l'instant, il y a un cas qui avait été trouvé en Égypte. Là aussi, quelqu'un qui n'est pas de nationalité égyptienne. Et puis, un premier cas en Algérie. À l'échelle du continent, c'est extrêmement faible. Et c'est ce qui incite l'Organisation mondiale de la santé à envoyer régulièrement des messages d'alerte. Pourquoi? Parce que le continent africain, c'est aussi un endroit où le système sanitaire est faible et donc tous ces pays sont à risque. Pour l'instant, l'Organisation mondiale de la santé a envoyé du matériel dans un certain nombre de pays. Actuellement, il y a une vingtaine de pays qui peuvent faire des tests. On continue à envoyer des kits d'examen. On continue aussi à envoyer tous des équipements de protection, que ce soit des combinaisons ou des masques. Il y a des cartes qui sont actualisées en temps réel pour voir où on est de l'organisation. Il y a des formations, par exemple, qui ont été organisées au Sénégal avec une douzaine de pays pour former les médecins à prendre en charge des patients atteints de ce coronavirus. Et puis, il y a des études qui ont été réalisées. On précise que les pays les plus à risque, mais en même temps les mieux préparés, ce sont l'Égypte, l'Algérie et l'Afrique du Sud. Merci beaucoup Caroline. Et on reviendra bien sûr dans un instant sur les toutes dernières informations qui concernent le coronavirus. Il y a plusieurs choses à retenir. Les derniers cas recensés, les annonces pour les entreprises françaises, mais aussi les conséquences sur votre quotidien. Que faire par exemple si vous annulez un billet en raison du coronavirus? On répondra à cette question dans un instant. Mon père, faudrait qu'il se détende un peu. Bonjour, est-ce que Léa est là? Je dois l'emmener en Bretagne. Léa! C'est quoi ça à la porte là? Je sais pas, je le connais pas, c'est du covoiturage. C'est plus écologique, c'est moderne, on partage les frais. Mais attends, c'est hyper dangereux, je peux pas te laisser partir comme ça.
Mais t'en fais pas, il est à la Matmut. Son assurance auto couvre parfaitement tous les passagers. Bah tu vois, il me plaît bien, moi. Matmut, ma valeur sûre. Cet été, ça va être sport. 12 juin, 12 juillet sur RMC. Radio de l'UEFA Euro 2020. 24 juillet, 9 août sur RMC. Diffuseur radio officiel des Jeux Olympiques Tokyo 2020. RMC, la radio du sport. C'est l'histoire d'une famille, d'une maison et d'un agent Laforêt. De la négociation à la signature, c'est un succès. Alors choisissez le numéro 1. Passez par Laforêt. 3945, une guerre stratégique, ce soir à 20h55 sur RMC Découverte. Et vous, quelle cuisine so cook êtes-vous? So wow, so good, so bien vu, so cook, cuisine équipée. Nouveau SUV Peugeot 2008. Thermique ou électrique, le choix vous appartient. Il est 13h47 et à la une sur BFM TV, ces nouveaux cas donc de coronavirus qui ont été recensés en France, 20 de plus hier soir, 2 en Bretagne et dans les Alpes-Maritimes ce matin. Au total, au moins 38 personnes ont été contaminées sur le territoire, avec 2 foyers principaux pour l'instant, l'Oise et la Haute-Savoie. Le sujet était aussi ce matin au cœur d'une réunion entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour tenter de mieux accompagner les entreprises françaises face au coronavirus. Et dans ce contexte, il y a des messages importants à faire passer, des informations à rappeler. Clémence Dibou, on l'a déjà évoqué, hein, il ne faut pas se précipiter aux urgences. Du coup, que faire en cas de symptômes ? Alors rappelons d'abord ces symptômes. Fièvre d'abord, il faut s'inquiéter à partir de 38,5 en général. Toux, fatigue et puis difficulté à respirer ou encore douleur musculaire. En cas de symptômes, effectivement, vous l'avez rappelé, ne pas se précipiter aux urgences ou chez son médecin traitant parce qu'il faut éviter les lieux publics. Le mieux à faire, c'est d'appeler le SAMU qui, lui, saura vous rediriger vers les services compétents. Et avant les premiers symptômes, donc, on s'en protège comment ? Alors, d'abord, c'est ce qu'appelle les gestes barrières selon l'OMS, se laver les mains régulièrement. On peut ajouter également éternuer dans son coude, porter un masque en présence de personnes à risque et puis nettoyer les poignées de porte ou les téléphones pour éviter des contagions par la peau. Épidémie, pandémie, quel terme faut-il utiliser actuellement, Clémence ? Pour l'instant, l'Organisation mondiale de la santé parle d'épidémie. Je vous rappelle la définition médicale de l'épidémie. C'est une propagation rapide d'une maladie contagieuse qui touche un grand nombre de personnes dans un même pays. On parle en revanche de pandémie lorsque cette épidémie se propage sur au moins 2 continents. Alors vous allez me dire, eh bien c'est notre cas. En fait, si on regarde précisément, pour l'OMS, il n'y a qu'une épidémie en Chine. Les autres, pour l'instant, ce sont des foyers de la maladie, comme par exemple l'Iran, la Corée du Sud ou encore plus près de nous, l'OMS. Ce qui fait dire pour l'OMS, pour l'Organisation mondiale de la santé, que pour l'instant, il n'y a pas de pandémie, même si elle se prépare à une éventuelle pandémie. La question est de savoir quand est-ce qu'elle arrivera, cette pandémie. Et parmi les questions que l'on se pose, que vous vous posez peut-être, les vacances par exemple, est-ce que vous pouvez réserver un billet? Est-ce que c'est une bonne idée de réserver vos vacances à l'étranger dans une zone potentiellement touchée? Quelle sera la situation dans 5 mois? Est-ce qu'on peut assurer son voyage? Les réponses de la secrétaire générale des entreprises du secteur. Pour le moment, effectivement, il y a un peu un vent de panique et un arrêt, un stop des réservations. Donc, on est très attentif à savoir comment vont évoluer ces réservations des clients et on gère en ce moment les questions des clients qui devaient partir, qui ne souhaitent pas partir ou qui veulent des informations sur la destination qu'ils ont réservée. Comme vous le savez, la Chine, évidemment, donc depuis le début du mois de février, nous avons arrêté les départs vers la Chine jusqu'au 31 mars. Et nous verrons à ce moment-là. Donc effectivement, il n'y a plus personne qui part de France. En tout cas, nous ne transportons plus de personnes sur la Chine. Sur la Corée du Sud depuis mardi, de la même façon. On a reporté notre annulation jusqu'au 31 mars de la Chine aussi sur la Corée du Sud.
et vers les pays qui sont touchés. Donc pour le moment, on avait l'Italie, donc les 11 villes visées en Lombardie et en Vénétie, dans l'Italie du Nord. Le tourisme, moins 99% de Chinois à Paris et en Île-de-France, en France. Donc là, vraiment, marché atone. On a des réservations en baisse pour la Thaïlande, la Corée et le Cambodge, importantes, des réservations importantes, alors qu'il n'y a pas directement de sujet sur ces destinations aujourd'hui. Là, récemment, bien sûr, depuis le début de la semaine, pour l'Italie, on a vraiment un arrêt des réservations. Et on y reviendra bien sûr dès le début du journal de 14h. D'abord un point sur la météo. C'est la météo avec Cdiscount Voyage. Cdiscount Voyage, vol, séjour, camping ou hôtel. C'est gris aujourd'hui. Et oui, c'est gris, mais c'est beaucoup plus calme après les violentes rafales de vent enregistrées hier en Île-de-France, jusqu'à 116 km/h de vent relevé. Donc cette rafale à 13h44 dans les rues de la capitale qui a malheureusement engendré la mort d'une personne, un arbre qui est tombé sur un véhicule. Eh bien, un temps plus calme aujourd'hui se met en place, mais on a quand même des pluies actuellement qui circulent entre la Normandie, les Hauts-de-France, le nord de l'Île-de-France et donc l'extrême nord du pays. On retrouve d'ailleurs cette zone un peu plus pluvieuse cet après-midi sur ces régions. En tout cas, un ciel bien chargé sur la plupart des régions, davantage de soleil au sud de la Garonne, sur le quart sud-est et sur la Corse. Et puis attention également, si vous êtes en vacances à la montagne, le risque d'avalanche est toujours très important sur le nord des Alpes. Les températures, elles sont très douces, notamment sur les régions de l'ouest, 12 à Nantes, 15 pour Bordeaux, 19 déjà cet après-midi sur le Pays Basque à Biarritz. Et dans le même temps, 7 degrés à Paris, 6 pour Lille et 7 degrés prévus cet après-midi à Nancy, donc des températures un peu plus fraîches sur un grand quart nord-est du pays. Et demain, on va se méfier du vent. Voilà, on attend à nouveau de fortes rafales de vent. C'est en réalité une dépression, la dépression George, qui va circuler sur les îles britanniques, qui va également piloter une perturbation très pluvieuse demain matin sur les régions de l'ouest, avec déjà des rafales à 80-90 dans les terres, 100 pour les côtes atlantiques. Et puis cette perturbation va très rapidement glisser vers le nord-est dans le courant de l'après-midi, accompagnée de pluies parfois orageuses, de violentes rafales de vent sur les 2 tiers nord du territoire, des rafales de vent qui pourront atteindre les 90 à 100, voire très localement 110 km/h dans l'intérieur des terres, et des rafales de vent également puissantes le long des côtes de la Manche jusqu'à 120 km/h. À l'écart de ce mauvais temps, le Roussillon, quelques éclaircies, l'extrême quart sud-est, la Corse, mais là aussi le ciel s'annonce quand même assez voilé. Les températures demain matin toujours très douces avec ce flux d'ouest très dynamique, déjà 15 degrés au lever du jour à Biarritz, et puis dans l'après-midi des températures à nouveau très douces pour la saison. Regardez les valeurs prévues par Météo France, 11 dans la capitale, 8 à Rouen, 13 pour Bordeaux, 19 la maximale pour Perpignan. Et pour dimanche, nouvelle perturbation de la pluie, beaucoup de vent à nouveau sur toutes ces régions du nord-ouest, mais le tout dans une très grande douceur toujours. C'était la météo avec Cdiscount Voyage. Cdiscount Voyage, vol, séjour, camping ou hôtel. Tous les jours, les nouvelles technologies sont dans Culture Geek, le rendez-vous high-tech de BFM TV. Ce programme vous est présenté par Kertel. Kertel, l'opérateur téléphonique qui rend les chefs d'entreprise 100% heureux. Écoutons les questions de nos enfants. Pourquoi il est malade? Pourquoi on ne peut pas le soigner? Pourquoi il travaille? Pourquoi ils vont pas à l'école? Pourquoi elle pleure? Pourquoi elle n'a rien à manger? Nos enfants sont témoins de la souffrance des autres enfants. Il est temps de les écouter. Chaque jour sur le terrain, les équipes d'UNICEF viennent en aide à ces enfants en danger. Pour tous ceux que nous devons sauver, agissez en appelant maintenant le 0801 903 903. Donnez 10 € par mois pour offrir à chaque enfant des aliments nutritifs. 10 € par mois pour recevoir les soins dont il a besoin. Pour avoir la chance d'aller à l'école. Avec 10 € par mois, vous permettez à UNICEF de donner un avenir à chaque enfant en détresse. C'est des enfants comme moi. Il faut les aider. Appelez dès maintenant le 0801 903 903. Merci.
Nouvelle Jeep Renegade Quicksilver Winter Edition. Un esprit d'aventure à partir de 219 € par mois. Rendez-vous sur jeep.fr. Enquête prioritaire présentée par Laurence Roustangi ce soir à 20h55 sur RMC Story. Very chic, c'est very chic. New York, Venise, Thaïlande, Maldives, tous les plus beaux hôtels du monde, avec vol inclus. Découvrez des ventes privées exceptionnelles jusqu'à moins 70%, pour des séjours inoubliables et enfin accessibles. Inscrivez-vous gratuitement sur verychic.com, disponible sur iOS et Android. McDonald's présente le double Tennessee BBQ and Smoky Cheddar. Découvrez son irrésistible goût fumé. Nouvelle recette signature by McDonald's. Cette génération veut pouvoir manger bio plus d'1 jour par semaine. Chez Aldi, plus de 65% de nos produits bio sont à moins de 2 €. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Bonjour, je suis Caroline Diamant. Je suis tellement contente d'avoir perdu 13 kilos avec Comme J'aime. C'est une solution vraiment efficace. C'est simple, tout est prêt, tout est livré, c'est bon, on se prend pas la tête, donc il reste qu'une seule chose à faire, tester une semaine. Tester une semaine, satisfaction garantie. Et en plus, profitez de 25 à 50% de réduction. Alors appelez le 0800 35 35 35. 0800 35 35 35. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Quand on s'est rencontrés, il m'a dit qu'il était champion de tennis. Il cherchait à tout prix à m'impressionner. Mais c'est pas comme ça qu'il m'a impressionné. Tu conduis super bien. Ouais, j'ai même droit à un bonus de 65%. 65%? Oui, à la Matmut, quand on est bon conducteur, ils vont au-delà du bonus 50. Ils vont jusqu'à 65%. Et c'est ça que t'aimes chez moi, c'est mon côté rassurant. Enfin, ça m'aurait pas dérangé que tu sois champion de tennis. Matmut, la valeur sûre. Get up on your feet before the night is through for you. Get down to the beat. Bump it, jam, trip on this. Get the party started. Get it on, get a move on, kids. Rock to the beat. Bump it, jam, trip on this. Get up, get busy. Nouvelle ligne. Nouveau modèle. Découvrez les Skoda d'aujourd'hui. En ce moment, jusqu'à 5 500 € offerts sur la gamme SUV, en plus de la valeur de reprise de votre véhicule. Nous sommes vendredi, il est bientôt 14h. Une quarantaine de cas de coronavirus recensés en France. Le mécanisme d'une épidémie est engagé. Des cas en Bretagne, dans les Alpes-Maritimes, dévoilés ce matin. On attend aussi le résultat de tests dans l'Oise et en Haute-Savoie, les 2 principaux foyers. Point complet du ministre à 19h. Une réunion se tenait au ministère du Travail ce matin pour mieux prendre en compte l'épidémie au sein des entreprises. Parmi les annonces à retenir, la possibilité pour elles de recourir au chômage partiel si elles doivent faire face à une diminution d'activité. Dans ce journal également autour du coronavirus, toutes les questions que vous posez, toutes les réponses du docteur Alain Ducardon. La culture à suivre, on est à quelques heures de la cérémonie des Césars. La fête de famille va-t-elle virer au règlement de compte? On en parlera avec Candice. C'était le scénario qui était redouté, qui était presque annoncé depuis hier. Il est en train de se produire. La France affronte un virus dont la propagation a changé d'échelle. Il y a 2 foyers d'infection recensés pour l'instant, en l'occurrence la Haute-Savoie et l'Oise, où là, on ignore toujours comment le virus est arrivé. On est à une quarantaine de cas officiellement recensés. Avant d'entrer dans le détail, on pose les choses avec Emeline Darcourt. Particulièrement surveillée, la commune de La Balme de Sillingy en Haute-Savoie. Dans cette ville, le premier cas connu est celui d'un homme de 64 ans qui, pour son travail de négociant en fromage, s'est rendu régulièrement en Lombardie. En tant que commerçant, il a nécessairement été en contact avec beaucoup de monde. Déjà, sa femme, sa fille et un ami ont été testés positifs, plus 2 autres personnes de sa ville qui avaient participé avec lui à une soirée le 15 février. Ces 2 nouveaux porteurs du virus, entre-temps, ont pris part à d'autres soirées et réunions depuis cette date, multipliant le nombre de contacts potentiels. D'après le maire, de nombreuses personnes de La Balme de Sillingy ont fait le test et sont en attente de résultats. Une autre chaîne de contamination se dessine dans l'Oise. L'enseignant mort dans la nuit de mardi à mercredi y vivait, ainsi qu'un patient en état grave à l'hôpital d'Amiens. En tout, 12 cas ont été reliés à ces 2 premiers, avec notamment 4 cas à la base militaire de Creil où le 2e travaille. Parmi les mesures prises, le confinement à domicile de soignants de Creil et de Compiègne où les patients avaient séjourné avant que leur contamination soit connue.
Depuis l'apparition du virus en France, 2 patients sont morts, l'enseignant de l'Oise, 60 ans, et un touriste chinois de 80 ans. Parmi les personnes hospitalisées, certaines sont dans un état grave. C'est le cas de 2 voyageurs de retour d'un même séjour organisé en Égypte. L'un est hospitalisé à Brest, l'autre à Dijon. Parmi les contaminations les plus récentes, plusieurs personnes sont de retour d'Italie. Enfin, 12 patients sont maintenant guéris. Avec nous, le docteur Alain Ducardonnet, le spécialiste des questions de santé sur BFM TV. Alain, on est sur un schéma finalement qui était attendu. Oui, on le craignait, on pensait qu'il allait arriver. On avait nos voisins italiens qui avaient vécu à peu près la même chose. Eh bien, on est vraiment en début d'épidémie. Alors peut-être que la définition va tomber ce soir. C'est vrai qu'on est dans la circulation du virus. C'est ça, la définition. Ça veut dire qu'on va retrouver l'expression du virus chez des personnes un petit peu partout. Avec 2 cas différents, avec deux origines différentes. On a une origine dans l'Oise. Dans l'Oise, on n'a pas la cause, on n'a pas le patient zéro. Donc en fait, aujourd'hui, on a un certain nombre de personnes qui ont été contaminées et qui en ont contaminé d'autres, puisque pendant 6 jours, on ne savait pas qu'ils avaient la maladie. Et on retrouve ces personnes, en effet, aussi bien à Nantes, à Lille, à Dijon, parce qu'en fait, ils ont voyagé, bien évidemment. Et puis on a un deuxième cas de figure, c'est le groupe qui se trouve en Haute-Savoie, où là, on a le patient. Il vient de Lombardie et en fait, il contamine un certain nombre de personnes. On a quelque chose qui est relativement circonscrit. C'est la même chose pour les cas contacts particuliers qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire les cas sporadiques, et c'est valable pour Nice, pour Montpellier et pour Lyon. On ne peut donc pas encore parler d'épidémie en France. On va attendre que le ministre se prononce sur cette notion d'épidémie. Ce qu'on vit depuis ce matin, ça correspond à la définition de l'épidémie. Dans l'Oise, tout est parti de 2 patients et parmi eux le professeur de Crépy en Valois qui est décédé à la Pitié-Salpêtrière. L'autre, c'est cet homme de 55 ans qui est hospitalisé dans un état grave. À Amiens, il travaille sur la base aérienne de Creil où d'autres cas ont d'ores et déjà été repérés. Perrine Storm est sur place. 4 cas de contamination avérés ont été détectés ici sur la base militaire de Creil. Parmi eux, 2 sont dans un état grave, le patient d'Amiens et puis un autre qui a été hospitalisé à Compiègne. Alors est-ce qu'on peut en déduire pour autant que la source de contamination dans l'Oise se trouve ici sur cette base aérienne? Il faut rester extrêmement prudent. Il y a néanmoins un élément qui intrigue, c'est que des militaires de cette base ont effectué le premier vol de rapatriement de Français de Wuhan jusqu'en France, jusqu'à Istres. C'était le 31 janvier dernier. On a très peu d'informations sur les membres de cet équipage et sur les mesures qui ont été prises à leur retour en France. Rien ne filtre ici. Il faut dire que c'est un site ultra sécurisé, ultra sensible et pour cause, il abrite notamment des bâtiments de la direction du renseignement militaire, la DRM. Donc c'est vraiment le silence radio. Les journalistes sont tenus à l'écart. On a interdiction de sortir la caméra, d'approcher les militaires. On a quand même pu s'entretenir avec quelques militaires qui sortaient de la base, mais là, on a refusé de répondre à nos questions, sauf un qui nous a quand même dit que le sujet était effectivement au cœur des discussions ici, mais qu'il ne fallait pas céder à la panique et qu'il fallait relativiser par rapport à la situation, alors que les investigations se poursuivent pour tenter de retrouver le fameux patient zéro qui a contaminé les autres ici dans l'Oise. L'un des premiers patients détectés dans le département, il est passé par l'hôpital de Compiègne où du coup des mesures de confinement ont été mises en place pour les soignants. L'Agence régionale de santé a détaché 4 praticiens en renfort. Mais en termes de chiffres, on est loin, très loin du compte. C'est ce que nous explique Amélie Rosé qui est sur place. Ici à Compiègne, 117 membres du personnel hospitalier sont actuellement en confinement, à l'isolement chez eux. Le plan blanc a été déclenché, permettant tout de même de maintenir le service de réanimation avec 6 lits ouverts au lieu de 15 tout de même. À Creil, en revanche, 90% du personnel de réanimation est en confinement à domicile pour 14 jours. Ça représente tout de même 80 personnes, des infirmiers, des aides-soignants, des médecins, des agents d'entretien, des urgentistes aussi. Résultat, là, le service de réanimation est fermé jusqu'au 11 mars, malgré le déclenchement du plan blanc pour manque de personnel. 15 lits en moins et les patients ont été transférés vers d'autres hôpitaux dans la région et en Île-de-France. S'agissant de l'hôpital de Compiègne, des prélèvements ont débuté hier sur ce personnel en confinement pour savoir s'ils sont porteurs ou non du coronavirus. On attend les résultats. En revanche, à Creil, les prélèvements n'ont pas encore débuté. Et puis, cette dernière information, dans l'Oise aujourd'hui, 2 nouvelles suspicions
de coronavirus sur un patient qui est actuellement hospitalisé à Beauvais, un autre à Lille. Là encore, des prélèvements ont été effectués. On est en attente des résultats. Par ailleurs, l'enquête sanitaire se poursuit. 2 épidémiologistes ont été dépêchés depuis Paris et Amiens pour identifier notamment le patient 0 dans cette chaîne de contamination dans l'Oise. En Haute-Savoie, le patient 0, lui, a été identifié. Il s'agit d'un homme de 64 ans, de retour de Lombardie, qui habite à la Balme de Sillingy. Le problème, c'est qu'avant d'être identifié comme porteur du virus, il a vu beaucoup de monde. Il a notamment participé à une soirée en même temps qu'une centaine d'habitants de la ville. Reportage de Pierre Corieux et Olivier Jouglard avec Anne-Sophie Varmont. C'est une commune de Haute-Savoie sous haute surveillance. Ce matin encore, 2 nouvelles personnes ont été déclarées positives au coronavirus. Le maire a pris des mesures pour protéger sa population. On ferme tous les établissements communaux. On a fermé la crèche, les crèches intercommunales, le centre de loisirs. On va fermer dans la journée tous les bâtiments. On va demander aux associations de ne pas se rassembler. Cela porte désormais à 6 le nombre de personnes infectées dans cette commune. Tout commence il y a quelques semaines lorsqu'un habitant négociant fromage rentre malade après un séjour en Lombardie en Italie. Mais avant de présenter les premiers symptômes, sa femme, sa fille et un ami sont contaminés eux aussi. Le virus commence alors à se propager car le 15 février, ce négociant et son épouse se rendent à une réunion électorale. Une soirée à laquelle sont également présents les nouveaux cas déclarés. C'est vrai qu'on n'est pas trop rassurés. Mais bon, après, je crois qu'il ne faut pas céder à la panique non plus. On se dit, on ne va pas être touché. Un petit village comme le nôtre, c'est vrai que c'est un petit peu... c'est pas très rassurant. Les personnes ayant côtoyé les malades ont été contactées par l'Agence régionale de santé pour effectuer un test. C'est le cas de cet employé municipal. On va les faire, là, on est en attente. Moi, pour l'instant, il n'y a pas de symptômes particuliers non plus. Mais effectivement, comme on a eu des contacts assez répétés, un certain nombre de personnes vont aller faire les tests. Et certains habitants, même sans contact direct, ont dû se soumettre à un test car ils présentaient des symptômes du virus. Tout à l'heure, Alain Ducardonnet, d'un scénario à l'italienne. En Italie, ils ont confiné une dizaine de petites villes du nord du pays. Ça n'est pas exclu en France. Voilà, c'est pas le cas pour l'instant, soyons parfaitement clairs. C'est sûrement une mesure qu'il faut savoir étudier. On n'a pas aujourd'hui de traitement, on n'a pas de vaccin. Le seul moyen qu'on ait d'endiguer, puisqu'on est encore dans cette phase d'endiguement par rapport au plan Orsan, qui prend en charge justement ces problèmes d'épidémie, eh bien la seule façon, c'est en effet de limiter la diffusion. Et la seule façon de limiter la diffusion, c'est en effet de confiner, d'isoler. Je voudrais quand même qu'on insiste bien sur le fait qu'on a l'impression que le péril arrive. N'oublions pas quand même que cette maladie, le Covid-19, est une maladie qui, dans 5% des cas, nécessite peut-être un passage en réanimation, dans 15% des cas, être hospitalisé pour être surveillé, mais dans 80% des cas, ne nécessite pas d'hospitalisation et en fait l'équivalent du point de vue symptôme d'une grippe. Donc le moment n'est pas venu, pour ceux qui nous regardent, de s'inquiéter. Sûrement pas. Sûrement pas. Encore une fois, on s'inquiète plus pour la grippe. C'est devenu extrêmement banal. Là, c'est tout nouveau, donc c'est normal. On s'interroge. On n'a pas des réponses à tout, donc ça génère des peurs. Mais aujourd'hui, on peut dire clairement que même si on évoquait le nom d'épidémie, c'est une épidémie d'une maladie qui est quand même maintenant clairement pas si grave que cela. Et des mesures probablement vont être proposées ce soir par Olivier Véran dans son point quotidien à 19h. Évidemment en direct sur BFM TV. Comment limiter les risques de propagation du virus? Quelles solutions pour les entreprises et pour les salariés qui travaillent avec la Chine et l'Italie? La ministre du Travail recevait en fin de matinée le patronat et les syndicats pour répondre à ces questions. L'employeur a toujours une responsabilité en matière de santé et de protection des travailleurs. Et concrètement, cela signifie que pour des salariés qui auraient été amenés à aller dans une des zones à risque, des pays à risque, rouge et orange, ou qui seraient en contact prolongé et reconnus comme une personne de contact vis-à-vis de ces personnes, à ce moment-là, il faut adapter les conditions de travail, soit en changeant l'organisation du travail, soit en mettant ces personnes en télétravail, soit si tout ça n'est pas possible, le salarié à ce moment-là voit avec le médecin qui est de l'Agence régionale de santé pour être en arrêt de travail avec des indemnités journalières. Pour ceux qui sont en arrêt de travail pour indemnité journalière, à ce moment-là, le délai de carence a été déjà supprimé pour la sécurité sociale et sera dans les jours qui viennent supprimé pour la partie employeur pour qu'il n'y ait pas de pénalité de salaire pour les salariés concernés.
Gaëtan Mélin, on a plus assisté à un rappel des principes de précaution qu'à des annonces concrètes. Alors oui, ça c'était effectivement pour protéger les salariés des entreprises. Effectivement, la ministre est revenue sur ce qui doit être fait pour les salariés qui reviennent de zones à risque pour protéger leurs collègues. Et puis, la ministre est également revenue sur le décret qui a été publié fin janvier, qui a été signé d'ailleurs par le Premier ministre et qui rappelle que la période de confinement, cette quarantaine, si on ne peut pas télétravailler, eh bien, elle sera assimilée à un congé maladie et donc le salarié sera payé par la sécurité sociale et ce, dès le premier jour. Mais ce qui est important aussi dans cette conférence de presse tenue par les 3 ministres, ce sont les mesures qui sont prises pour soutenir les entreprises face à cette menace potentielle de récession. Si certaines entreprises sont amenées à revoir à la baisse leur activité, elles auront droit de recourir au chômage partiel. L'objectif, c'est bien évidemment d'assurer une pérennité à plus long terme de leur activité. Puis un autre point essentiel, c'est que la ministre a annoncé que cette épidémie, si tant est que c'en est une, de coronavirus pourra être assimilée à un cas de force majeure et donc les entreprises pourront prendre les mesures adéquates pour y faire face. Le coronavirus qui, évidemment, vous l'avez compris, ne se limite pas à la France. On est à plus de 80 000 cas recensés dans le monde. 500 nouveaux, par exemple, ces dernières 24 heures en Corée du Sud. Un premier cas en Afrique subsaharienne, au Nigeria. La Lituanie est touchée à son tour. On a par ailleurs appris que le salon de l'auto à Genève est annulé. Le point donc sur la situation à l'échelle mondiale avec Sophie Béchir. En Corée du Sud, la peur du coronavirus gagne chaque jour un peu plus de terrain. Ici à Séoul, ils sont des dizaines à attendre leur tour en espérant obtenir un masque. J'étais inquiète à cause du manque de masques, mais je suis contente d'en avoir finalement obtenu 5. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire que de faire confiance au gouvernement qui a promis d'augmenter l'approvisionnement. Même inquiétude en République dominicaine où les autorités ont refusé d'accorder l'autorisation d'accoster à un navire de croisière. Certains passagers présentent selon elles des symptômes du coronavirus. Nous avons reçu l'alerte nous informant que 4 passagers ont été auscultés par l'équipe médicale du navire et lorsque celui-ci est arrivé dans notre port, 7 passagers présentaient des signes d'infection respiratoire. En Irak, l'inquiétude grandit un peu plus avec la découverte d'un 7e cas de coronavirus, le premier à Bagdad, capitale du pays. Conséquence, les autorités ont décidé de fermer les cinémas, les écoles et les cafés jusqu'au 7 mars prochain. Plusieurs endroits publics, comme ici la mosquée de Koufa, sont en phase de désinfection. Un rendez-vous à vous donner ce soir sur l'antenne de BFM TV sur le coronavirus à 21h dans le cadre de l'émission 7 jours BFM, une émission spéciale coronavirus, une émission de reportage qui sont réalisées par toutes les équipes de BFM TV mobilisées, entièrement consacrées donc à ce sujet en France, à sa propagation en France notamment. Ces dernières heures, ce sera à partir de 21h. Autre actualité de ce vendredi, donc de cette soirée de vendredi, la 45e cérémonie de remise des Césars qui pourrait mal tourné. Candice Maout. Culturez-vous avec Magnolia.fr. Trouvez la meilleure assurance de prêt sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. « 45e donc cérémonie des Césars ce soir, Candice. Et en gros, on va parler de tout sauf de cinéma. C'est en tout cas l'impression qu'on a. Pourtant, quelle sélection cette année. Mais c'est vrai, c'est un peu dommage, mais c'est ça, c'est l'ombre de Roman Polanski qui plane sur cette cérémonie qui continue à planer depuis l'annonce de ses 12 nominations, malgré l'annonce hier. Il l'a faite lui-même dans un communiqué, il a dit qu'il ne viendrait pas. Et bien pourtant, voilà, étrangement, on n'est pas tout à fait sûr que ça calme vraiment le jeu, même s'il souhaitait justement laisser la place à son film en espérant qu'on en parle. Ben voilà, on n'est pas sûr que ce soit le cas. Étrangement, effectivement, la soirée pourrait quand même tourner au règlement de compte. Évidemment, on va guetter toutes les prises de parole, déjà des féministes qui seront dehors, en nombre, et puis à l'intérieur, Adèle Haenel qui sera là, elle aussi, alors qui ne sera pas seule, mais c'est vrai qu'on la scrute d'autant plus après ces nouvelles déclarations dans la presse en début de semaine. Distinguer Polanski, c'est cracher au visage de toutes les victimes. Donc si elle monte sur scène pour prendre un prix qu'elle pourrait recevoir pour le portrait de la jeune fille en feu, eh bien il ne serait pas étonnant qu'elle prenne la parole sur ce sujet-là. On a la sensation, en
fait que cette année, eh bien, le cinéma va régler un peu va laver son linge sale, mais en famille. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça c'est la preuve, il y a chaque année un César d'honneur, qui a été remis joli plateau, hein. Voilà, il y avait des jolis plateaux, effectivement, un beau César d'honneur en récompense d'une star internationale ou bien même une star française. Pour l'ensemble de sa carrière, c'est un moment émouvant, c'est un moment glamour. Et cette année, il n'y en a pas. Et c'est la première fois dans l'histoire des Césars qu'il n'y en aura pas. C'est donc peut-être la preuve, voilà, que on veut régler certaines choses et que ça a été particulièrement compliqué cette année. C'est vraiment une année de transition et ce sera d'ailleurs l'objet du discours de Sandrine Kiberlin, qui est la présidente de cette 45e cérémonie des Césars. Elle va parler de cette révolution en marche. Elle va sans doute s'en féliciter en disant que peut-être ce sera le moyen de faire avancer les choses. Une femme qui préside, une femme qui anime aussi, Florence Foresti. Et pourtant, c'est dommage parce que quelle cuvée, et on aimerait bien que les lauréats puissent quand même en profiter un peu. On aimerait tellement. On pense par exemple aux Misérables, évidemment, de Lajli, ce film tellement intelligent, tellement fin sur les banlieues, sur l'état des lieux des banlieues. Aujourd'hui, Lajli tout juste rentré des Oscars où il concourait et effectivement qui part quand même en tête de ses pronostics. On pense aussi au portrait de la jeune fille en feu qui parle également de toutes ces femmes qui sont effacées du tableau et dont il est évidemment question en ce moment, de ces femmes qu'on efface grâce à Dieu, là, sur l'affaire Barbarin hors norme, sur l'autisme, et La Belle Époque aussi, qui parle d'amour, qui est un sublime film. On regrette donc encore plus cette année de ne pas pouvoir parler de cinéma. Et regardez un petit peu l'œil de Na, Candice, ça va vous parler. Soirée très spéciale, en perspective, salle Playel. Grosse ambiance, pronostic Na. Voilà pour l'œil de notre dessinateur. Merci Candice. À lundi. C'était Culturez-vous avec Magnolia.fr. Trouvez la meilleure assurance de prêt sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. 14h17 sur BFM TV. Dans la prochaine demi-heure, ils sont confinés de bonne volonté. Quel est actuellement l'avis de ces Français qui rentrent d'une zone à risque? Témoignage. Fait quelques courses, moi, ce que j'essaye de faire, c'est les faire à des moments où il y aura personne. C'est un peu embêtant parce qu'on voit plus grand monde et puis on reste un maximum de temps chez soi. Comment mieux prendre en compte l'épidémie au sein des entreprises? Le sujet était au cœur d'une réunion ce matin au ministère du Travail avec quelques annonces à la clé. On en parlera avec Emmanuel Le Chypre. Qui en sourit. En Chine, en ce moment, le meilleur ami de l'homme est un robot. Est-ce que pas d'attraper le virus, ni de le transmettre? Et bien on verra que les robots chinois sont débordés. Frédéric Simotel, Culture Geek à suivre. Ce week-end, c'est le montant astronomique. Pour tout comprendre de l'actualité économique, tout ça contre de l'argent frais. L'Actu Éco, ce week-end, sur BFM TV. Analysez l'écho et prenez les bonnes décisions avec EBP, solution de gestion et services cloud. EBP, ce qui compte, c'est vous. Vous êtes prêts pour le T-Roc. Et en ce moment, le T-Roc est à partir de 229 € par mois. Volkswagen. Mon père, faudrait qu'il se détende un peu. Je peux pas te laisser partir comme ça. Mais t'en fais pas, il est à la Matmut. Son assurance auto couvre parfaitement tous les passagers. Bah tu vois, il me plaît bien, moi. Matmut, ma valeur sûre. C'est l'histoire d'une famille, d'une maison et d'un agent Laforêt. De la négociation à la signature, c'est un succès. Alors choisissez le numéro 1. Passez par Laforêt. Une pelouse parfaite et davantage de temps pour vos projets de jardin. Robot de tonte par Style. Uniquement chez les revendeurs Style agréés. 3945, une guerre stratégique. Ce soir à 20h55 sur RMC Découverte. Rapide et sécurisé, Apple Pay, disponible au Crédit Agricole. La transition alimentaire, ça ne va pas se faire comme ça.
Parce que tout est lié. Si on cultive ça, là, avec leur aide, en limitant les pesticides pour essayer de préserver les sols, c'est meilleur pour lui, et aussi pour vous. C'est ça, Act for Food. Carrefour.